Qu'est-ce que ça fait d'avoir vécu des dizaines de milliers d'années? Pour lui, cette question n'a pas d'importance puisque sa vie est sur le point de se terminer. Dans un magnifique monde virtuel, Peng Zhu se promène avec une fille nommée Baobo. Devant lui se trouvent deux gamins, rendant la rivière sombre et sale. Baobo explique pourquoi quelqu'un laverait le charbon de bois dans la rivière et peut-il même être lavé et nettoyé. Cette fois, le gamin demande comment saurait-il s'il n'essaie pas. Peng Zhu répond qu'il n'a jamais vu personne réussir à laver le noir du charbon de bois malgré 880 ans d'existence et que l'imagination du gamin est vraiment sauvage. Le gamin dit avec arrogance que Peng Zhu est un vieil homme qui a échappé aux lois naturelles de la vie et de la mort et que c'est plus bizarre que de laver du charbon de bois. L'autre enfant demande alors à Peng Zhu de les accompagner après avoir admis combien de temps il a vécu. Choqué, Peng Zhu demande où aller. Les gamins se débarrassent de leur déguisement et révèlent leur nature maléfique. Après l'éruption de leur pouvoir, ils disent à Peng Zhu qu'ils l'emmèneront en enfer. Peng Zhu se rend compte de son insouciance et se prépare au combat. Il demande aux gamins s'ils peuvent le mettre dehors et montre ses pouvoirs, écrasant ses ennemis. Les gamins ne peuvent pas résister à l'impact de la puissance de Peng Zhu, les pouvoirs des bêtes divines. Les gamins sont repoussés lorsqu'ils reçoivent la soudaine explosion de puissance. Ils n'arrivent pas à croire à quel point Peng Zhu est compétent et demandent de l'aide. Peng Zhu les entend et se rend compte qu'il demande l'aide de sa femme. Soudain, sa femme le trahit et le fait chanter pour qu'il détruise son vrai corps. Peng Zhu se rend compte que sa femme est une exécutrice et était incrédule. Les gamins ont leur chance et frappent Peng Zhu qui était figé sur place. Ils ont montré toute leur puissance, repoussant Peng Zhu. Cette fois, Peng Zhu est complètement vaincu. Dans le monde réel, Sun Ran se réveille. Ici, il s'agit d'un sous-classe qui n'a qu'une vitesse de réaction plus rapide et une apparence exceptionnelle. Il souffre d'une maladie cardiaque congénitale et pourrait mourir à tout moment. Il pense que personne ne saurait qu'il est un grand personnage du monde virtuel et qu'il n'est qu'une tragédie. Il y a plus de 30 milliards d'humains vivant dans l'ensemble de la Fédération du système solaire. Pour éviter les troubles, la Fédération a développé des mondes virtuels pour permettre à l'humanité de vivre de nouvelles vies et de réduire l'insatisfaction face au monde réel. Ainsi, il y a 10 ans, naissait le premier monde virtuel, EarthOL. Sun Ran est entré dans le monde à la première occasion. Grâce à son expérience de jeu supérieure, il a trouvé l'artefact divin extrêmement rare, le papillon de jade de la création. Il a réussi la rétro-ingénierie des données brutes de l'artefact divin et a obtenu le plus haut niveau de droits administratifs sur TerraOL. L'autorité a permis à Sun Ran de supprimer toutes les restrictions sur TerraOL et il est devenu le grand créateur. Un être qui est au-dessus de toutes les règles du jeu, également connu comme le plus puissant tricheur. Sun Ran a vécu une vie qui s'étend sur des dizaines de milliers d'années dans le passé alors que le temps s'écoule à un rythme différent dans le monde virtuel et il n'a jamais été découvert par personne. Cependant, il n'aurait jamais pensé que son identité de hacker serait révélée aujourd'hui. Sun Ran commença à réfléchir et son esprit se tourna vers le passé. Il se souvient de sa nuit de noces lorsqu'il a en réalité subi une crise cardiaque et s'est déconnecté, incapable d'effacer les traces de ses informations de connexion. Sun Ran reçoit alors un email du siège administratif du monde virtuel. Après avoir ouvert l'email, il a vu la liste des crimes qu'il avait commis et les sanctions correspondantes. Pour le premier crime consistant à détruire l'équilibre du jeu en vivant plus de 800 ans, Sun Ran doit payer plus de 900 millions de points de crédit. Pour le deuxième crime contre le sexe opposé, avoir illégalement 49 épouses, Sun Ran n'est poursuivi que par 46 d'entre elles et il doit payer plus de 8,6 millions de crédits. L'IA centrale détermine qu'il est incapable de payer et sera surveillé en permanence. Réalisant que certaines femmes ne l'ont pas poursuivi en justice, Sun Ran demande leur nom. Cependant, en raison de l'accord de confidentialité, leur identité ne peut être révélée. Sun Ran dépose son équipement virtuel. Il s'assoit sur sa chaise et réfléchit à la gravité de sa situation, découvrant que le risque de faire des cascades dans le monde virtuel a augmenté plusieurs fois. L'IA centrale est au cœur de tous les systèmes d'intelligence artificielle de la planète et ses contrôles sont extrêmement puissants. Sun Ran fait une dépression nerveuse car l'IA le force à mourir. Dans le passé, Sun Ran ne pouvait même pas obtenir les emplois les plus ordinaires. Il ne peut pas assumer ce travail en raison de sa condition physique. Au final, il ne peut s'agir que d'une escorte masculine. Cependant, Sun Ran préfère mourir plutôt que de faire ce genre de travail. C'est vrai, il va juste mettre fin à tout. Sun Ran arrive au sommet d'un immeuble avec le visage désespéré.
Il n'a pas d'argent pour guérir sa maladie et pourrait mourir dans la seconde qui suit. Sun-Ran préfère suivre son cœur et sauter plutôt que de vivre une vie pire que la mort. Soudain, une femme arrive et demande à Sun-Ran s'il veut sauter. Il était abasourdi après avoir vu quelqu'un lui poser une telle question. La femme le réprimande pour son sans-cœur et lui demande pourquoi il se suiciderait alors qu'il lui a promis de vieillir ensemble. Sun-Ran demande à la femme qui elle est et si elle l'a pris pour quelqu'un d'autre. Il ne pouvait pas croire qu'une si belle fille me parlerait dans le monde réel. En voyant la beauté, Sun-Ran se souvient de quelqu'un. Il demande à la fille si elle est sa première femme sur Terre ou elle. Sun-Ran ne pouvait pas croire ce qui se passait puisque les joueurs allaient sceller leurs souvenirs existants et vivre une nouvelle vie. Il pense que la femme est gênante et qu'elle a dû prendre le jeu au sérieux. La femme demande à Sun-Ran de l'accompagner dans la voiture. Cependant, il a continué à lui demander où irait-il. Il sait que la vie dans le jeu appartient au passé. La femme lui répond que seuls les imbéciles prendraient cela au sérieux et elle l'invitait à l'hôpital. Sun-Ran demande à la femme pourquoi, et elle répond « pour une transplantation cardiaque ». Il était sans voix et regardait fixement le beau visage de la femme. À l'intérieur de la voiture, Sun-Ran demande pourquoi la femme fait cela et elle répond que c'est du gaspillage pour un talent comme lui de se perdre. La femme explique que les points de crédit payés pour l'opération ne sont qu'un prêt et que Sun-Ran devra la rembourser à l'avenir. La femme a continué à lui demander combien de dettes il avait et si c'était vraiment si grave qu'il se suiciderait, ce à quoi Sun-Ran a répondu que ce n'était pas beaucoup, seulement un peu plus de 900 millions. La carte a été secouée après que la femme ait soudainement appuyé sur le frein sous le choc. La femme commente que Sun-Ran est vraiment quelque chose et qu'il sera coincé avec elle pour le moment. Elle lui montra alors un travail parfait pour gagner de l'argent et rembourser ses dettes. La femme s'est présentée comme étant Lanchine, membre de l'Alliance des exécuteurs et exécutrices de niveau Darksteel. Sun-Ran est surprise de connaître son identité. Avec la naissance des mondes virtuels, de nombreuses organisations développant des astuces ont vu le jour. Pendant ce temps, ceux qui utilisent les astuces pour détruire l'équilibre du jeu sont les destructeurs. Pour les combattre, les enforcés sont nés. Ils ont été embauchés pour utiliser des astuces et s'occuper des destroyers. Sun-Ran demande à Lanchine si elle veut qu'il soit un exécuteur et l'avertit qu'il est un individu surveillé par l'IA centrale. Lanchine explique que les responsables de l'application de la loi sont du côté de la loi et que l'IA centrale n'interférera pas avec ses actions légales. Après avoir appris qu'elle avait besoin d'un assistant, Sun-Ran sourit, sachant qu'il retrouverait un cœur en bonne santé et profiterait à nouveau d'une nouvelle vie. Sun-Ran déclare qu'il est la bonne personne et qu'il en vaudra vraiment la peine. Il y a 3 niveaux résidentiels dans l'Alliance terrestre. Au sommet se trouve le zénith où la nature s'épanouit et où seulement 10 millions de personnes peuvent vivre. Le deuxième niveau est le jardin qui contient un paysage artificiel simulé et est privilégié par la classe moyenne. Le niveau le plus bas est le terrain commun qui n'a que de l'air trouble, de l'acier terne et des rues étroites. Situé dans le quartier commun 55 se trouve le logement de Lanchine. À l'intérieur, Sun-Ran regarde la photo de Lanchine. Il se rend compte que sa photo est collée sur la photo du zénith et que ce doit être son rêve d'y arriver comme tout le monde. Sun-Ran tourne la tête lorsqu'il entend un mouvement soudain. Sur le côté, Lanchine arrive et apporte avec elle une chaise sensorielle ordinaire. Alors qu'elle entre dans la pièce, elle demande à Sun-Ran comment va son cœur. Sun-Ran vérifie sa poitrine et répond qu'il se sent bien grâce à la technologie avancée. En entendant qu'il va bien, Lanchine lui dit qu'ils se connecteront au quartier général. Elle explique qu'il restera dans le salon pendant que Lanchine reste dans sa chambre et elle lui interdit de venir vers elle. Après le départ de Lanchine, Sun-Ran commente qu'ils vivent déjà ensemble depuis de nombreuses années et qu'il n'y a pas lieu d'être timide. Par la suite, Sun-Ran s'assoit confortablement sur sa chaise et récupère son équipement virtuel. Il a initié la connexion, complété l'analyse et obtenu l'autorisation. Après s'être complètement connecté, Sun-Ran est téléporté dans un vaste champ herbeux. Il est mémérisé de voir la structure d'un autre monde devant lui. Lanchine explique qu'il s'agit du quartier général de l'Alliance des Forces de l'Ordre, le Rubik's Cube de l'Ordre. Elle dit en outre qu'il y a plus de 5 millions d'exécutants permanents dans l'Alliance et qu'ils maintiennent l'équilibre de chaque monde virtuel. Sun-Ran pensait que la majorité des forces de l'ordre faisaient leur travail pour manger un morceau et que ceux au sommet n'étaient pas vraiment compétents. Lanchine présente son équipe sous le nom de Rose of Thorn avec 3 membres et Sun-Ran sera le 4e. Pendant qu'il marche, Sun-Ran demande pourquoi Lanchine a-t-il encore besoin de lui. Lanchine dit qu'elle a besoin de quelqu'un de vraiment bon et qu'elle accueille favorablement un joueur expérimenté et talentueux comme Sun-Ran.
Sunran sourit et proclame qu'elle a recruté la bonne personne. Malheureusement, Lancine n'aime pas être appelée intimement et réprimande Sunran pour son impudeur. À leur arrivée, Lancine avertit Sunran de ne pas draguer ses meilleurs amis et elle ne lui permettrait pas de mettre la main sur eux. Sunran ouvre la porte et jette un coup d'œil. Il fut surpris lorsqu'il découvrit qu'il connaissait les personnes à l'intérieur de la pièce. Les filles le saluent chaleureusement et sont heureuses qu'il arrive enfin. Lancine leur présente calmement Sunran. L'une d'elles est Keer, nom de code Purple Rose, elle est la 49e épouse de Sunran sur Heartwell. L'autre est Betting Xuan, nom de code White Rose, elle est la 48e épouse de Sunran sur Heartwell. Par la suite, Lancine se présente comme Red Rose, elle est la première épouse de Sunran dans Heartwell. Ce sont des exécuteurs de niveau fer. Cette fois, Sunran réalise enfin que ce sont les 3 épouses qui n'ont pas porté plainte contre lui. Sunran a poliment salué ses coéquipiers. Il commence à plaisanter avec eux et à se remémorer ce qui s'est passé dans la chambre. Les filles sont devenues timides alors Lancine ordonne à tout le monde de se mettre au travail. Elle explique que Sunran est maintenant un exécuteur stagiaire et doit accumuler des qualifications pour pouvoir rejoindre tout le monde en mission après avoir été promu au niveau de fer. Lancine lui dit de se rendre dans de petits mondes virtuels fraîchement créés et de réaliser des commandes. Elle a donné à Sunran une commission préparée par la société virtuelle Shure et leur monde virtuel s'appelle Dragon Age. Lancine révèle que le jeu est en proie à des problèmes mineurs où des vampires, des loups-garous et des esprits maléfiques apparaissent partout. Elle dit qu'un destroyer a pris le contrôle de la créature la plus puissante du monde, le dragon divin géant, et que la société soupçonne qu'il s'agit de l'œuvre d'une société rivale. Sunran commente qu'il est intéressé et demande si Lancine veut qu'il soit un tueur de dragons. Cependant, Lancine la nie et dit que quelqu'un a déjà été embauché pour le tuer et que Sunran n'est là que pour aider et obtenir la qualification d'exécuteur. Sunran se demande combien de temps cela prendra et Lancine répond à cette question tant que le dragon est tué. Il est également récompensé de 500 points de crédit, ce qui est considéré comme bon marché mais acceptable pour une équipe de niveau fer telle que Rose d'Épine. Même si Sunran ne peut plus utiliser de triche comme avant, quelque chose d'aussi simple que protéger quelqu'un ne représente aucun défi. Après avoir lu le contrat, Sunran demande intimement à Lancine de lire les papiers. Alors qu'elle fait la moue d'insatisfaction, Lancine est sous le choc après avoir lu l'écran. 95% de la commission sera créditée à Rose of Thorn tandis que les 5% restants serviront à rémunérer le prestataire de service d'Heartwell. Sunran est surpris en voyant le visage de Lancine. Cependant, il ne pouvait que laisser Lancine prendre tous les gains et il compterait sur son soutien. Lancine est sans voix après avoir entendu l'impudeur de Sunran. Elle a accepté sa proposition et a conservé ses gains. En la voyant signer le contrat, Sunran dit qu'elle peut faire ce qu'elle veut et qu'en tant que mari, il prendra soin d'elle à partir de maintenant. Lancine est stupéfait en voyant son visage suffisant. La voyant s'éloigner, Keer se demande pourquoi et déclare qu'ils discutent toujours de la commission. Lancine demande immédiatement pardon et explique pourquoi elle pensait juste à quelque chose. Voyant que c'est réglé, Sunran se lève et déclare qu'il sera garde du corps dans Dragon Age. Lancine lui fait ses adieux et lui dit de faire attention. Dans la pièce, ne restent que les 3 épouses. Keer dit que Sunran est un homme insondable et qu'il est trop risqué de travailler avec lui. Lancine se tourne vers Betting Xuan, sachant qu'elle est la meilleure pour lire les gens. Betting Xuan dit que tout ira bien et proclame que Sunran est quelqu'un digne de confiance. Lancine vérifie ensuite les dossiers de Peng Zhu et révèle qu'il avait un statut assez élevé et qu'il épouserait toujours ses partenaires et les traiterait de tout cœur. Keer commente que Sunran était très gentil avec elle et s'accommodait de tous ses caprices. Betting Xuan dit alors que Sunran n'est pas un méchant mais qu'elle n'est pas intéressée et qu'elle pourrait avoir des sentiments pour lui à l'avenir. On murmure qu'elle croit Betting Xuan et elle est sûre que Lancine s'intéresse à Sunran. Lancine rougit, disant qu'il n'y a rien de bon chez Sunran et qu'il faut l'oublier. En voyant le visage troublé de Lancine, les filles rient de bon cœur. Dans le district 55, dans la chambre de Lancine. Sunran franchit la porte. Il entra dans la chambre de Lancine et la vit à l'intérieur du fauteuil sensoriel. Sunran est entré pour jeter un coup d'œil rapide et a remarqué que sa limite de crédit n'était que de 32. Il s'est rendu compte qu'elle avait utilisé toutes ses économies pour le sauver et se demande si elle n'a pas peur qu'il s'enfuit. Sunran déclare qu'il n'oubliera pas ce qu'elle a fait pour lui. Il sort de la salle et prépare son matériel. Résolu, il fera des efforts pour gagner de l'argent et exaucer le souhait de Lancine d'entrer au Zénith. Sunran est assis sur sa chaise sensorielle.
Il sourit et proclame qu'il vient à Dragon Age. Après s'être connecté au jeu, Sunran se réveille. Il est transporté dans un espace blanc inconnu. Sunran soupçonnait que sa connexion avait été interrompue par quelqu'un probablement compétent. Soudain, un homme salue Sunran. Il dit qu'il est heureux qu'ils se soient rencontrés. Sunran est étonné que l'autre partie connaisse son nom, réalisant qu'il est trop tard pour se déconnecter, il demande son nom à l'homme. L'homme s'est présenté comme l'IA centrale de la Terre et il doit surveiller Sunran car il est un individu dangereux. Sunran a alors appris que sans l'IA, son accord avec l'Ancien n'aurait jamais été conclu. Soulagé de ne pas être un ennemi, Sunran s'est demandé pourquoi il avait été amené dans l'espace blanc. L'homme fit poliment signe à Sunran de s'asseoir, allant droit au but. L'homme regarde Sunran, disant qu'il est un génie sans égal dans ce jeu. Cependant, ses propos sur les tricheurs ont créé plusieurs disciples vaniteux qui se considèrent comme des saints. L'homme explique en outre que cela a permis aux disciples d'ignorer les règles du jeu et de vivre à perpétuité, ce qui a entraîné des conflits entre eux. Sunran a transpiré, sachant à quel point la situation est grave. L'homme continue en déclarant que le problème est comme une poudrière capable de détruire la Terre à tout moment et pourrait provoquer des turbulences dans le monde réel. Cette fois, l'homme montre Sunran du doigt, affirmant qu'il est à l'origine de tous les problèmes. Voyant cela, Sunran demande ce qu'il doit faire. L'homme a donné deux options à Sunran. S'il refuse de coopérer, il sera considéré comme un terroriste et l'arme satellite ultramilitaire qui se trouve dans l'espace, le doigt de Dieu sera activé, il effacera les corps physiques de Lancine et Sunran dans le monde réel. Sunran fut stupéfait en entendant les conséquences. L'homme sourit, disant que la deuxième option, où Sunran devait aider à se débarrasser des saints et garantir que la Terre puisse fonctionner de manière stable, si les saints meurent, la totalité de la dette sera annulée et Lancine et Sunran le feront, avoir une place au zénith pour vivre confortablement. En entendant tout, Sunran a marmonné qu'il n'avait pas le choix. Il a sérieusement dit qu'il n'avait pas le plus haut niveau de droits administratifs et qu'il ne pouvait pas utiliser de triche avec les restrictions en place, sachant que ses disciples sont très rusés. Sunran décide de se laisser promouvoir au niveau or et d'entrer sur Terre-OL. Pour ne pas les alarmer. Finalement, il a demandé à l'IA centrale de coopérer avec lui, ce que l'IA accepte volontiers. L'IA centrale a informé qu'elle falsifierait les enregistrements d'achat et légaliserait les moteurs de triche que Sunran peut utiliser. Pour éviter toute situation indésirable, l'écoulement du temps sur Terre-OL a été ralenti et l'IA centrale a donné à Sunran 1 an pour se préparer, ce qui équivaut à 100 ans sur Terre-OL. Sunran a reconnu la situation, sachant que s'il veut devenir un forceur de niveau or, il doit d'abord terminer sa mission de l'âge du dragon et obtenir la qualification. Un peu plus tard, le statut juridique de Sunran est confirmé et un portail pour Dragon Age a vu le jour. Avant d'entrer, Sunran se souvient des lois virtuelles et découvre qu'il ne peut utiliser que des astuces de niveau 1 et inférieur. Avec enthousiasme, Sunran entra dans le portail. Il est téléporté au milieu d'une forêt. Sunran souffrait de blessures et grognait de douleur. Il possédait le corps d'un joueur dont le temps de jeu touchait à sa fin, estimant que les forces de l'ordre avaient dû agir de cette façon. Alors qu'il était dans un état second, une énorme bête apparaît soudainement. Dès le départ, il s'est retrouvé dans une situation où sa vie était en danger. Sunran a deviné que la Shure Virtual Company voulait voir s'il pouvait utiliser ses armes pour vaincre la bête afin de tester ses capacités et s'il échouait, il serait immédiatement expulsé. Au quartier général de supervision de Dragon Age, l'évaluation a commencé. Alors que beaucoup ont échoué à l'évaluation, l'inspecteur en chef de Dragon Age, Shen Ansheng, examine calmement les procédures et sait qu'il n'est pas facile de devenir un exécuteur. En forêt, le temps est extrêmement clément. Sunran jeta son arc, rappelant que les mages existent légalement dans ce monde. Sachant que c'était le cas, Sunran a commencé à expérimenter. Au quartier général, Shen Ansheng a vu Sunran et a pensé qu'il faisait le mort et qu'il devait être un morceau de viande inutile. C'est alors qu'il réalisa qu'il avait tort. Sunran avait fini, proclamant calmement qu'il se contenterait du triche générique qu'il venait de créer. La bête était prête et se jeta sur lui avec une vitesse incroyable tandis que Sunran restait sans peur, immobile comme une statue. Alors que la bête arrivait devant lui, Sunran resta immobile. Au quartier général, la femme demande à Shen Ansheng si l'enfant a eu une peur bleue, mais il lui a seulement demandé de se taire. Son regard était sur l'écran, analysant si Sunran est un idiot ou un pro. Sunran a échappé à la bête pendant que la rune qu'il avait posée était activée.
Les yeux de la bête s'écarquillèrent de surprise. La rune Magic Frost de niveau 1 a fleuri et a projeté la bête dans les airs. Le combat continue et Sunran active la magie niveau 0, piqûre de glace. Cependant, la compétence de bas niveau permet d'esquiver facilement et la bête en colère attaque à nouveau sans relâche. Sunran, alors qu'il était pourchassé par le monstrueux tigre, pensant que c'était stupide. Alors que Sunran était à portée de main, la bête tomba dans son piège. Un cercle magique s'activa alors que la bête se trouvait à l'intérieur, incapable de bouger. En un clin d'œil, la bête fut gelée tandis que Sunran se couvrit du rugissement monstrueux. Les gens à l'intérieur du quartier général ont été choqués après avoir vu la démonstration de mouvement de Sunran. Shen Ansheng a demandé à son assistant de rechercher Sunran. Comme il est compétent et qu'il comprend suffisamment les astuces, l'assistant a facilement accepté. Dans l'espace blanc, l'IA centrale regardait son écran. Il affiche les informations de Sunran, modifiées par l'IA centrale. De retour au siège de Dragon Age, les informations de Sunran sont affichées, ayant un dossier vierge et un utilisateur magique expérimenté. Par la suite, Shen Ansheng a découvert qu'il n'y avait que Sunran et 2 autres personnes sur les 400 personnes d'origine. Cette fois, Shen Ansheng a déclaré que l'évaluation était terminée et que les 3 héros seraient répertoriés comme gardes. De retour à Sunran, il reçoit une notification l'informant de la validation de l'évaluation. Il est également informé que 2 autres personnes ont réussi. Le premier est Rom qui est un guerrier de la guilde des guerriers. L'autre est Jasmine qui est une illusionniste de la guilde des mages. Sunran a ensuite éteint l'écran. Maintenant, la commission officielle va commencer. Sunran se tenait au sommet d'une falaise, surplombant la mer. Au-delà de la mer se trouve le territoire de son prochain ennemi. Un dragon, contrôlé par un destructeur, considéré comme une entité invincible par les joueurs de Dragon Age. Dragon Age est un petit monde avec 3 dragons que les joueurs peuvent tuer et obtenir la gloire. La mission de Sunran est de se diriger vers la ville des nuages et d'aider le baron Charlie, un exécuteur de niveau bronze, à se débarrasser des destroyers contrôlant les dragons. Réalisant que la communication était interceptée, Sunran interrompit immédiatement la connexion. Sachant que la société Shure est bien trop verte, Sunran décide de les avertir de leurs opérations dangereuses. Pendant ce temps, les gens du quartier général sont surpris en voyant les actions étranges de Sunran. Après que leur connexion ait été rejetée, Shen Ansheng décide de vérifier la situation de Sunran. Dans la forêt, Shen Ansheng a vu des mots informant le quartier général du danger dans lequel se trouvaient les forces de l'ordre. Son visage est devenu sombre. Shen Ansheng a ordonné de se concentrer sur la surveillance de la ville des nuages. En même temps, Cloud City est dans une mer de feu, faisant rage comme un enfer et au-dessus se trouve un dragon, crachant le désastre partout. La ville des nuages est attaquée. Les gens étaient impuissants alors qu'ils regardaient leurs amis se faire griller par une chaleur torride. De retour au quartier général, tout le monde est paniqué, à la recherche de Charlie, censé lutter contre les destroyers. Cette fois, ils reçoivent un message leur recommandant une observation passive pour éviter de les exposer. Shen Ansheng serra les dents de colère, sachant qu'il avait été négligent. D'une voix résolue, il ordonna de préparer le châtiment divin et il ferait exploser le dragon. Pendant leur préparation, un peu de temps est nécessaire et il est recommandé qu'un exécuteur coopère pour augmenter les chances de porter un coup fatal. À ce moment-là, ils ont découvert où se trouvait Charlie. Dans la cité des nuages, le dragon continue son déchaînement. Ils pouvaient voir Charlie, caché derrière un mur dans le bâtiment voisin, attendant le bon moment pour attaquer. Voyant cela, Shen Ansheng est affligé, sachant que Charlie n'avait que la force de son corps dans la vraie vie. Le dragon continuait à faire pleuvoir des incendies partout. Une escouade riposte, lançant des flèches en guise de contre-attaque. Cependant, les défenses du dragon étaient exceptionnelles. En représailles, le dragon a brûlé les archers. Charlie a vu cela et savait que leurs efforts étaient inutiles. Le châtiment divin n'est pas prêt, mais les responsables ne peuvent pas rester des lâches, Charlie doit vaincre l'ennemi. Le dragon s'est envolé vers le bâtiment où se cache Charlie. Cette fois, Charlie sortit de sa cachette. Cependant, tout ce qu'il voyait était un ciel vide. Soudain, un rugissement de dragon se fit entendre et le bâtiment s'effondra sous son poids alors que Charlie se débattait sous les débris qui tombaient. Le dragon dominait tout. Il crachait du feu en signe de satisfaction après le chaos qu'il s'était propagé. Au milieu de la destruction, une main s'agrippa au bord de la tour.
Charlie est suspendu à la tour, en dessous se trouve une mer de feu, il n'a d'autre choix que de monter. Il serra les dents de colère. Malheureusement, la tour a finalement abandonné. Il s'est effondré lorsque le dragon s'est envolé. Alors que Charlie tombait, il réalisa que le dragon ne l'avait pas encore découvert. Avec son courage, Charlie releva les pieds. Il chargea vers le dragon, tenant son épée pour une attaque sournoise. Le dragon n'en avait aucune idée. Pas jusqu'à ce que Charlie apparaisse à sa portée. Cependant, il était trop tard et Charlie avait déjà brandi son épée. Le dragon fut décapité tandis que l'épée brillait sur son cou. Charlie a marché sur le dragon alors qu'il tombait. Il retourna vers ce qui restait de la tour en ruine. Un à un, les gens sortirent de leur cachette. Ils désignèrent Charlie en voyant la tête de la bête vaincue. Au sommet, Charlie se tenait vaillamment tandis que les gens acclamaient son acte héroïque. Ses efforts ont payé. De retour au quartier général, Shen Hansheng a applaudi après la victoire. Le châtiment divin sera en attente pour les 2 dragons restants. Ils ont discuté des victimes et de la possibilité de résurrection. Plus d'une centaine de joueurs car les pertes seraient supportables et Shen Hansheng les compenserait avec du temps de jeu. Alors qu'il prenait une décision, un rapport sur les 3 stagiaires est arrivé. Le guerrier a été poignardé à mort. L'illusionniste s'est échappé grâce à ses arts de l'illusion. Cette fois, l'assistante a été choquée lorsqu'elle a vu Sun Ran être pris en embuscade. Quelque part, une armée de crânes fut invoquée. Debout héroïquement, Sun Ran affronta seul l'armée. Le nécromancien lui a demandé avec arrogance s'il se suiciderait ou accepterait d'aller en enfer. Cependant, Sun Ran sourit avec confiance, lançant des sorts pour se préparer au combat. Le nécromancien éclata de rire après avoir vu les sorts de bas niveau de Sun Ran. Il avait un personnel de niveau 2 pour améliorer sa force, comment Sun Ran le combattrait-il? Son armée seule mettrait Sun Ran en pièces. Cependant, Sun Ran n'avait pas peur. Il lança ses sorts alors que l'armée l'attaquait avec frénésie. Un squelette a lancé une attaque que Sun Ran a remarqué comme s'il avait des yeux à l'arrière de la tête. Sun Ran a sauté et a laissé une rune à sa place. Le sort s'activa, gelant certains squelettes. Dans les airs, Sun Ran a invoqué plus de sorts. Une tornade glaciale est apparue et une pluie de glace est tombée du ciel. Sun Ran a marché sur le cristal de glace. Au-dessous de lui se trouvaient ses ennemis vaincus et l'armée de squelettes sous le choc. Ces squelettes étaient fragiles mais il serait difficile de combattre une armée. Cependant, Sun Ran pouvait continuellement lancer des piqûres de glace et n'avait pas l'air un peu fatigué. Malheureusement, les fourmis chétives ne pourront pas lutter longtemps puisque le nécromancien a finalement invoqué son champion. Une énorme main apparut de la fosse profonde. Un géant se dressait alors qu'une aura de mort en jaillissait. Sun Ran savait que c'était un géant de niveau 2. Le sol trembla après que le géant ait commencé à courir vers Sun Ran. Sa peau est dure, la magie de Sun Ran ne pouvait pas infliger le moindre dommage. D'un seul coup, le cristal de glace fut réduit en morceaux. Sun Ran sursauta et se précipita en arrière. Il était encerclé par une armée de squelettes. Sun Ran a continué ses attaques, laissant des runes comme pièges pendant qu'il s'enfuyait. Piège runique après piège runique, Sun Ran s'est battu calmement. Face à nouveau au géant, Sun Ran a préparé un autre piège. Alors que le géant approchait, prêt à balancer sa batte, le sort de Sun Ran s'activa. Le pied du géant était gelé sur place. De retour au quartier général, Shen Hansheng n'arrivait pas à croire les mouvements de Sun Ran. Il voulait voir jusqu'où Sun Ran pouvait se battre avec ses sorts de bas niveau. De retour au combat, le nécromancien se moqua de la futilité des luttes de Sun Ran. Sun Ran sourit calmement et se précipita vers le nécromancien. Cette fois, le nécromancien commença à courir en réalisant que Sun Ran voulait seulement tenir le géant pour le tuer en premier. Sun Ran a tiré un barrage de piqûres de glace vers le nécromancien. Cependant, son attaque fut bloquée, le nécromancien sacrifia son invocation pour se sauver. Les attaques de Sun Ran se poursuivirent tandis que le nécromancien rampait et se cachait derrière un énorme rocher. Le nécromancien se demandait si Sun Ran lançait des piqûres de glace ou un fusil de sniper, cependant, il avait confiance dans les restes de son armée et dans le géant. En parlant du géant, il a finalement traversé le piège à glace. Avec un rugissement, il se précipita vers Sun Ran qui lançait continuellement des piqûres de glace. Au quartier général, Shen Hansheng a ordonné à son assistant de donner un coup de main à Sun Ran. Sur le champ de bataille,
Sun-Ran a continué à lancer des sorts après des sorts. Shen Hansheng a été surpris en voyant Sun-Ran lancer des sorts avec une seconde d'intervalle comme s'il faisait un double casting. Sun-Ran avait dépassé les limites de son niveau. Il commença à lancer un autre sort de toutes ses forces. Le géant balança sa batte tandis que Sun-Ran frappait le sol et un cercle magique s'épanouissait à sa place. Le géant était à l'intérieur du cercle. Il abattit sa batte et se dirigea vers la tête de Sun-Ran. Ses yeux montraient de la détermination, Sun-Ran croyait qu'il ne mourrait pas aujourd'hui. Un énorme cristal de glace a fleuri, il brillait au milieu du chaos. Derrière le rocher, le nécromancien observa le silence se répandre dans l'air. Il se tourna pour regarder, un large sourire apparut sur son visage, son ennemi dut souffrir du coup du géant. Soudain, il a été décapité et sa tête est tombée alors que son visage était encore sous le choc. Sun-Ran sourit, il ne croyait pas que son ennemi tomberait dans le piège. Cette fois, Sun-Ran revendique joyeusement la victoire. Le nécromancien gisait au sol. Ses invocations, les squelettes et le géant, commencèrent à disparaître. Au quartier général, tout le monde a célébré la victoire de Sun-Ran. Shen Hansheng est émerveillé par Sun-Ran, l'incarnation vivante d'un mage de glace. Sun-Ran a pillé le nécromancien et n'a rien découvert de bon. Le personnel de niveau 2 qu'il a obtenu lui suffisait. À partir de maintenant, il ne se blesserait plus en lançant des sorts de niveau 2 et inférieur. C'était dommage qu'il ne dispose pas d'un sort légal de niveau 2 pour pouvoir utiliser le bâton au maximum. Lorsque cette pensée lui est venue à l'esprit, Sun-Ran en a été informé. Il avait obtenu des autorisations de niveau 2 et, avec la société Shure agissant comme garant, il est désormais promu Iron Enforcé. Il avait une commission de base de 2000 points de crédit et le système d'évaluation des contributions de mission avait été activé. C'était un système merveilleux auquel seuls les responsables de l'exécution avaient accès et l'IA serait utilisée pour évaluer les contributions de chacun. Plus sa contribution serait élevée, plus la commission qu'il percevrait serait élevée. En ce moment, il se demandait comment allait le bronze enforcé de Cloud City. Plus tard, la tête du dragon a pu être vue. Il a été collé devant la porte de Cloud City pour que tout le monde puisse s'émerveiller. Sun-Ran a vu que la coupe était nette et a reconnu les compétences de Charlie. Il décide de se rendre à l'intérieur de la ville pour vérifier quelques pistes. À l'intérieur, il n'a trouvé que de la terre brûlée et des débris. Sun-Ran a entendu la voix de quelqu'un lui disant d'abandonner. Il a immédiatement activé Golden Gaze, une compétence de support de niveau 1, lui permettant de voir à travers les illusions. La jeune fille, ignorant que son illusion était percée, a expliqué qu'elle avait déjà fouillé la zone. Tout a été incendié, ne laissant aucune trace. Sun-Ran s'est présenté sous le nom de Russell, son nom dans le jeu, et a demandé à la fille, qui se cachait à proximité, de se montrer si elle voulait dire quelque chose. La jeune fille se montra silencieusement. Elle s'est présentée comme étant Jasmine, une garde d'escorte comme lui. Elle a dit que Charlie était un exécuteur de bronze et que s'il voulait se cacher, il ne laisserait aucune trace. Sun-Ran était d'accord avec elle, concluant qu'il ne restait plus rien de valeur. Ils décidèrent de partir, et comme ils étaient tous les deux fatigués par le voyage, ils décidèrent de trouver un endroit pour se reposer. Plus tard, ils sont entrés dans un bâtiment. À l'intérieur, Sun-Ran a commandé 2 repas. Jasmine s'est approchée de Sun-Ran, murmurant pourquoi il posait ouvertement des questions sur Charlie en cours de route et s'exposait dans un endroit bondé. Elle a souligné les dangereuses hordes d'assassins engagés par les destroyers pour les surveiller. Sun-Ran lui a dit de se détendre car il y avait de nombreux gardes en service dans la ville en ce moment. Il pensait que les assassins n'attaqueraient pas dans un lieu public et que s'ils tentaient de les tuer, il n'y aurait aucun problème s'ils réagissaient avec prudence. Tout ce qu'il avait fait, c'était de donner à Charlie le signal qu'ils étaient là et d'attendre que Charlie vienne vers eux. Malgré son assurance, elle était inquiète, ne sachant pas si Charlie viendrait. Elle pensait que plus ils attendaient, plus c'était dangereux et que les assassins arriveraient plus tard. Sun-Ran lui dit calmement que les assassins étaient arrivés il y a longtemps et qu'ils attendaient juste le bon moment pour frapper. Elle a immédiatement regardé autour d'elle et a demandé où étaient les assassins. Même si elle était paniquée, Sun-Ran lui a dit de ne pas s'inquiéter et que tout irait bien. Après avoir observé la fille pendant un moment, Sun-Ran a conclu qu'elle était intelligente pour réagir à n'importe quelle situation, mais qu'elle manquait d'expérience. Bientôt, la serveuse leur apporta leur repas et leur dit de profiter du repas. Sun-Ran lui a attrapé la main et lui a donné un pourboire tandis que Jasmine était stupéfaite,
voyant qu'il prenait l'argent de son sac à main. La serveuse était ravie et lui envoya un baiser volant. Alors qu'il rougissait, Jasmine prit rapidement son sac à main, réprimandant Sun Ran pour avoir utilisé son argent pour flirter. Après le départ de la serveuse, Sun Ran a répondu qu'il paierait Jasmine de sa vie. Il versa un peu de liquide dans sa nourriture et un nuage de gaz toxique en sortit. Elle vérifia sa nourriture avec magie et ne détecta aucune anomalie, réalisant que le poison ne réagissait qu'une fois mélangé à d'autres substances. Avec un sourire, Sun Ran lui montra l'antidote et lui dit qu'il l'avait volé à la serveuse. Maintenant, ils peuvent manger après l'avoir dispersé dessus. Alors que Jasmine se demandait comment il savait que la serveuse était un assassin, Sun Ran a révélé que c'était une chance de deviner, comme s'il disait indirectement que c'était son secret. À ce moment, une silhouette encapuchonnée entra. Il se dirigea vers Sun Ran. Tous deux remarquèrent immédiatement la silhouette qui approchait. Après avoir soulevé sa capuche suffisamment pour qu'il puisse le voir, il s'est présenté comme étant le baron Charlie. Sun Ran a répondu que c'était un honneur de le rencontrer et s'est présenté comme Russell, et dès qu'il a présenté Jasmine, elle a immédiatement claqué la table alors qu'elle se levait de son siège. Elle se méfiait de l'homme apparu de nulle part et demandait à prouver son identité. Le baron Charlie a alors demandé à Sun Ran de lui faire savoir comment confirmer son identité. Alors Sun Ran a commencé à mentionner qu'une personne au visage enveloppé était arrivée au bar. Cependant, personne n'était curieux à son sujet et le patron ne lui a pas accordé un second regard, ce qui indique qu'il était un habitué. Une personne mystérieuse à Cloud City qui s'est dirigée vers eux n'était autre que Charles. En entendant sa réponse, le baron Charlie ne put s'empêcher de complimenter Sun Ran. Il leur a dit qu'ils avaient réussi le premier test et gagné le droit de travailler avec lui, rendant la jeune fille désemparée. Elle réalisa alors que c'était le baron Charlie qui voulait les empoisonner, la rendant furieuse. Il lui a dit qu'il n'était pas coéquipier à ce moment-là et que si elle souhaitait devenir une exécutrice qualifiée, elle devait être intelligente, sinon il n'accepterait pas un poids mort. En se retournant, Charlie leur demanda de l'accompagner dans la chambre qu'il avait réservée au deuxième étage. À l'intérieur de la pièce, Charlie a révélé qu'ils avaient affaire à un destroyer très gênant qui était probablement un membre du tristement célèbre régiment de mercenaires du Scorpion dans la vraie vie, ce qui a amené Jasmine à demander qui était-il dans la confusion. Sun Ran lui a dit qu'ils étaient une organisation destructrice tristement célèbre connue dans le monde entier et qu'ils se concentraient généralement sur des jeux dans lesquels ils visaient toujours à vaincre leur adversaire par des moyens vicieux. Tous leurs membres étaient des terroristes recherchés et si l'un d'entre eux était exposé, le doigt de Dieu s'activerait instantanément pour les anéantir. Plus tard, Charlie se battrait contre le roi dragon de Dragon Age. Il avait une structure corporelle de niveau 4 et pouvait basculer librement entre les formes humaines et dragons. Pour le moment, il n'était pas apparu en public car il était à la recherche de l'anneau de commandement divin utilisé pour créer le monde de Dragon Age. Cependant, une fois que le dragon aurait trouvé l'anneau divin, cela signifierait une catastrophe, détruisant le monde de Dragon Age en un instant et si cela se produisait, leur mission serait considérée comme un échec total. Choquée, Jasmine a demandé pourquoi ils avaient autorisé l'objet à exister. Charlie a expliqué qu'il ne le savait pas non plus et que c'était probablement le résultat d'un moment de folie de la part de la société de jeu. Sun Ran pensait qu'il n'y avait aucun moyen de détruire les éléments créés avec les données du jeu. Tout comme le papillon de jade de la création de Ethereal, celui qui obtiendrait l'anneau obtiendrait les droits d'administration les plus élevés, ce qui en ferait l'individu le plus fort de ce monde, capable de tout contrôler. Pour l'instant, ils ont deux options. La première était d'anéantir le roi dragon avec un châtiment divin, mais cela nécessitait la coopération de plus de personnes et les trois étaient loin d'être suffisants. Leur deuxième choix était de trouver l'anneau de commandement divin utilisé pour créer le monde et de l'utiliser pour vaincre le roi dragon. Cependant, l'anneau du commandement divin était une goutte aléatoire et même la société de jeu ne connaissait pas son apparence. Sun Ran était d'accord que c'était difficile, mais chercher des choses était sa spécialité. Il a demandé à Charlie si la société de jeu l'avait informé de l'histoire de la création du monde, ce à quoi Charlie a répondu qu'il s'agissait d'une légende locale. Sun Ran sourit et leur dit que la légende prouvait que quelqu'un avait obtenu l'objet dans le passé et réalisé de grands exploits, laissant leur légende survivre à l'épreuve du temps. Charlie trouvait cela possible, mais il y avait trop de livres sur les légendes, ce qui rendait difficile la recherche d'indices. Sun Ran leur a expliqué qu'il y avait 3 niveaux principaux dans la classe supérieure dans la structure mondiale. Parmi ces 3, la noblesse et la religion pouvaient être laissées de côté, et seule la sorcellerie pouvait être considérée,
car les sorciers étaient connus comme des chercheurs de vérité, des gens qui valorisaient la vérité historique et qui devaient commencer par elle. Charlie pensa à l'Académie des sorciers d'Argus Peak où se trouvait l'archimage sortant. Il pensa soudain à une possibilité et se souvint de l'arme divine, le bâton de Shur, qui avait été transmise de génération en génération et existait depuis la création de Dragon Age. Malheureusement, Argus Peak était loin de Cloud City et le danger qu'il rencontrerait sur la route ne pouvait être sous-estimé. C'est alors que Sunran a eu une idée. Il a dit qu'ils devraient mourir tous les trois en premier. Après que Jasmine ait demandé pourquoi ils devraient mourir, Sunran a expliqué qu'ils devaient posséder de nouveaux corps. Une fois morts, leur conscience pourrait posséder 3 corps près du palais d'été, réduisant ainsi leur temps de trajet. Tout le monde pensait que c'était une bonne idée. Charlie a immédiatement tout arrangé et leur arme serait livrée par un aigle géant. Pour éviter tout déséquilibre dans le jeu, Charlie devait d'abord détruire leur corps. Jasmine trembla instantanément de peur. Elle se demanda pourquoi ils ne pouvaient pas être téléportés directement ou transformés en dragon pour voler puisque c'était beaucoup plus facile. Sunran a expliqué que la téléportation perturberait l'équilibre du jeu et entraînerait de graves pertes. La transformation en d'autres créatures était également interdite car les joueurs pourraient avoir du mal à s'adapter après leur retour dans le monde réel. Alors que ses yeux se remplissaient de larmes, Charlie lui demanda si elle était prête à mourir. Elle n'a pas pu s'empêcher de pleurer et à remercier Russell, elle n'était pas du tout prête à mourir. La seconde suivante, Charlie leur a impitoyablement coupé la tête. Bientôt, Sunran a été envoyé dans l'espace web virtuel de Dragon Age. Avec sa vitesse de pensée actuelle, il avait réussi à avoir une idée claire du monde virtuel et à mémoriser son apparence et le flux de ses données. Il a vu de grandes quantités de données converger à Argus Peak et a réalisé qu'il y avait une énorme possibilité que l'anneau divin soit à proximité et qu'il devait le trouver avant que le Destroyer ne découvre la situation. Bientôt, sur le pic enneigé d'Argus. Sunran s'est réveillé avec froid. Il a vu un homme musclé et tremblant qu'il a supposé être Charlie et l'a appelé. Cependant, l'homme a bégayé et a appelé Russell mais son visage était plein de larmes. Avec un regard horrifié, Sunran réalisa que l'homme était Jasmine. Elle plongea vers lui et pleura, se sentant gênée d'avoir un morceau de viande supplémentaire entre ses jambes. Pendant que Sunran essayait de réconforter Jasmine, le rire de Charlie résonnait dans leurs oreilles. Il a expliqué que les supérieurs pouvaient être indifférents ou ne pas avoir trouvé de corps appropriés, ne leur laissant d'autre choix que de lui attribuer un corps masculin. Tout en continuant à pleurer, elle les a pressés de terminer la mission car elle souffrait inconfortablement. Sunran lui a dit d'attendre un peu pour leurs armes car ce serait difficile s'ils rencontraient des bêtes au milieu de la tempête de neige. Dans son esprit, Sunran devinait que l'anneau du commandement divin était divisé en au moins 4 fragments et que l'un d'eux se trouvait à Argus Peak. Si ses pensées étaient correctes, le bâton de Shur était l'un des fragments et il ne pouvait pas le laisser tomber entre les mains du roi dragon. Bientôt, Charlie a dit que leurs armes étaient arrivées. Avant que Sunran ne puisse répondre, 2 dragons apparurent soudainement dans le ciel. Ils réagirent rapidement et Charlie leur ordonna de trouver un abri. Cependant, les dragons remarquèrent immédiatement leur mouvement. Les 3 couraient plus vite et s'ils ne trouvaient nulle part où se cacher, ils couraient simplement vers la plateforme et creusaient une fosse pour s'y cacher. Comme s'ils connaissaient leur plan, l'un des dragons, le roi dragon lui-même, émit un rugissement terrifiant. La seconde suivante, une avalanche s'était déclenchée. Au quartier général, Shen Ansheng a découvert que leur plan avait été divulgué et que les dragons contrôlés par le Destroyer étaient apparus à Argus Peak. Shen Ansheng réalisa que le Destroyer avait dépassé ses attentes. Il espérait que tout le monde pourrait garder la vie. Jasmine n'arrêtait pas de crier à plein poumon. Charlie leur a dit qu'il n'y avait pas d'échappatoire mais que s'ils pouvaient garder leur corps en sécurité, ils pourraient être réanimés. Il remarqua Sunran en train de creuser la neige. Il lui a dit qu'il rêvait car creuser une fosse à neige dans un court laps de temps ne serait pas utile. Bien qu'il ait entendu ces mots, Sunran a continué à creuser et bientôt, il a fini. À ce moment, l'avalanche s'est abattue sur eux comme un tsunami. Même Charlie était impuissant face à cette situation. Dès que l'avalanche s'est arrêtée, aucun d'entre eux n'a été retrouvé. Il n'a pas fallu longtemps pour que le sommet enneigé se calme. Le roi dragon ordonna aux petits dragons de garder les cadavres des exécuteurs et de les tuer encore et encore, quel que soit le nombre de fois où ils ressusciteraient. Il décida d'aller au palais d'été. Il chercherait le fragment de l'anneau du commandement divin. Voyant que le roi dragon volait vers le palais d'été,
Shen Hansheng ordonna à son assistant de condenser le châtiment divin au-dessus du palais d'été et de faire revivre les enforcés. Les sorciers des niveaux supérieurs du palais d'été étaient des joueurs VIP et s'il était détruit, l'entreprise perdrait sa réputation ainsi que son emploi. Puisque les adversaires étaient des destructeurs sournois, ils ne pouvaient que prier pour que le fragment de l'anneau de commandement divin ne se trouve pas à l'intérieur du palais d'été, sinon il serait effacé par le châtiment divin avec le roi dragon. Une mare de sang accumulée sur la neige. Sun Ran avait créé une sphère de glace et avait survécu, mais le problème était que l'espace manquait d'oxygène. Dehors, le dragon avait déjà sa force. Il a craché du feu, dans l'intention de détruire les corps des forces de l'ordre. À proximité, la tête de Sun Ran émergeait de la neige. Il activa immédiatement son sort, Golden Gaz. Il a vu Jasmine et Charlie enterrés sous la neige et une fois leur corps physique détruit, ils auraient à nouveau besoin d'un nouveau personnage. Sun Ran décida rapidement de détourner l'attention du dragon. Il lança immédiatement plusieurs Ice Sting avec son bâton. Pris au dépourvu, le dragon fut touché et rugit de colère. Sur le côté, il vit Sun Ran et entendit ses railleries. Le dragon lui crachait du feu plus qu'il cherchait la mort. Sun Ran a ensuite activé son bâton magique. De multiples barrières se matérialisèrent et tentèrent de bloquer l'attaque du dragon. Cependant, le souffle de feu du dragon devint intense et brisa instantanément les couches de barrières de glace. Heureusement, Sun Ran était préparé et a bloqué le feu avec la dernière barrière. Au siège, tout le monde était émerveillé par les compétences de Sun Ran. Il a réussi à bloquer l'attaque du dragon grâce à un excellent lancer de compétences. Sun Ran a crié pour attirer l'attention du quartier général et les a précipités pour réanimer Charlie et lui lancer un sort de haut niveau. Le quartier général a immédiatement entendu la voix de Sun Ran. Sachant que le succès de Sun Ran déterminerait le sort de l'entreprise, Shen Hansheng s'est immédiatement mis à fond. À partir de son compte, il a envoyé à Sun Ran le sort Frost Whirl. Bientôt, un rayon de lumière se dirigea vers l'endroit où se tenait Sun Ran. Son nouveau sort était arrivé. Sun Ran a remercié le quartier général et a appelé le dragon. Il le laisserait goûter à son ultime coup. D'un autre côté, le dragon a été informé par le roi dragon du sort de Sun Ran. Cependant, le dragon ne pouvait être blessé que par des sorts de niveau 3 mais Sun Ran, un mage de niveau 2, bloqua son souffle de dragon. Pour sa sécurité, le dragon décida de tuer Sun Ran avant de pouvoir lancer le sort. Au quartier général, ils ont vu Sun Ran commencer à effectuer plusieurs tâches à la fois et ils ne croyaient pas que Sun Ran puisse maîtriser un sort de niveau 2 en un clin d'œil. Shen Hansheng savait qu'un joueur devait se souvenir de la structure complexe des données d'un sort et suivre une longue période de formation au contrôle des données pour lancer le sort. Cependant, si Sun Ran avait réussi à faire tout cela en quelques secondes seulement, alors il avait obtenu un exploit sans précédent. À proximité, Charlie et Jasmine sortirent de la neige. Ils furent étonnés après avoir vu le combat de Sun Ran contre le dragon et décidèrent de l'aider. Charlie chercha rapidement son arme, le dragon S démise, car elle pourrait constituer une menace pour le dragon de feu. À quelques mètres de là, il trouva son épée et courut la ramasser. Jasmine a réagi rapidement et a aidé Charlie. Elle a créé quelques clones et les a laissés courir dans des directions différentes pour confondre le dragon. À différents endroits, les clones de son épée sont également apparus, démontrant la fiabilité de Jasmine. Remarquant leurs mouvements, le dragon réalisa que les autres hommes de main étaient réanimés. Il se retourna car il ne pouvait pas laisser Charlie récupérer son arme. Cette fois, un sourire est apparu sur le visage de Sun Ran. Il est temps d'utiliser son ultime coup. Impuissant, le dragon ne pouvait qu'abandonner son désir d'interférer avec l'objectif de Charlie et faire face au mouvement ultime de Sun Ran. Bientôt, une gueule de dragon cristallisé chargea vers le dragon à une vitesse effrayante. Cependant, l'attaque s'est brisée, laissant le dragon intact. Une expression agacée remplaça le visage impitoyable du dragon. Même au quartier général, tout le monde était abasourdi. Shen Hansheng a été victime d'une arnaque pour avoir acheté une compétence avec 10 000 points de crédit, sans s'attendre à ce que Sun Ran ne fasse que gagner du temps. Le nez du dragon s'enflamma de feu, réalisant qu'il avait été trompé. Il s'est finalement retourné et a attaqué les Charlie. L'énorme boule de fil s'est dispersée partout, s'approchant du dos de Charlie. Il sauta sur son épée, laissant sa vie au destin. Sun Ran a rapidement aidé et a lancé un sort. Une barrière s'est matérialisée, destinée à bloquer la boule de feu. Non seulement un, pas seulement deux.
Mais trois Charlie ont récupéré leurs armes en toute sécurité, grâce à l'aide opportune de Sun Ra. Maintenant qu'il avait sa lame, il était temps pour le dragon de se nettoyer le cou. Les Charlie ont immédiatement attaqué. Jasmine a activé son sort, augmentant la force de combat de Charlie. La technique de clone d'ombre de Charlie s'est activée, mettant encore plus en colère le dragon. Le dragon crachait du feu mais cela ne servait à rien. Il ne savait pas ce qui était réel. Le dragon décida de battre en retraite, réalisant son désavantage. Cependant, une rune de givre est soudainement apparue au sommet de sa tête. Il s'épanouit avec un rayonnement froid, et comme le dragon fut pris au dépourvu, le sort arrêta son vol. Le dragon a été projeté au sol, provoquant une onde de choc massive de neige. Sun Ra était exalté à la vue du dragon tombé dans son piège. Le dragon poussa un rugissement furieux, annonçant la mort mouvementée de tout le monde. Cependant, Charlie était déjà au-dessus de la tête du dragon. Avec une lueur froide dans les yeux, Charlie balança son épée de toutes ses forces. Effectivement, une coupure nette séparait le corps du dragon de sa tête. Avec un bruit sourd, le dragon tomba mollement sur le sol enneigé. Charlie ne tarissait pas d'éloges, leur superbe travail d'équipe lui plaisait. Même l'homme musclé Jasmine ne pouvait s'empêcher de sauter de joie. Seul Sun Ra était calme, poussant un soupir de soulagement. Il ne restait plus qu'un seul ennemi, mais c'était aussi le plus gênant. Dans un lieu mystérieux, un homme tenant un bâton magique se demandait où il se trouvait. Son nom était Eken, l'archimage du palais d'été. Bientôt, une entité apparut devant lui. C'était l'émissaire divin du dieu suprême de Shur et il était venu transmettre la volonté de Dieu. Plus tard, dans la salle de réunion du palais d'été, quelques personnes ont pu être vues. En bout de table, Eken ouvrit lentement les yeux. Remarquant son mouvement, les gens autour ont montré des expressions ravies. Cependant, contrairement à leur visage joyeux, Eken montrait un visage sérieux. Il leur parla de l'émissaire divin et de la nouvelle de la trahison du roi dragon envers leur dieu suprême. De plus, le palais d'été serait attaqué et une calamité imminente frapperait le continent. Tout le monde a été choqué par cette révélation soudaine, sachant que le roi dragon deviendrait l'adversaire le plus terrifiant auquel il serait confronté. Eken a calmé tout le monde et leur a parlé des nouveaux chasseurs de dragons qui apporteraient leur soutien. Il agita la main. La seconde suivante, un écran se matérialisa montrant l'arrivée du roi dragon. Eken a immédiatement ordonné d'activer la formation de défense et tout le monde doit empêcher la brèche de la barrière. Après la réunion, Eken a décidé de rencontrer le roi dragon. Les habitants du palais d'été réagissent immédiatement. Autour de la place, ils étaient de plus en plus nombreux. Tout le monde a levé la main et concentré ses pouvoirs. Dès l'arrivée du roi dragon, la formation de défense fut également activée. Le roi dragon volait régulièrement au-dessus de tout le monde, envoyant des ondes de choc à chaque battement de ses ailes. Il a salué tout le monde et a suivi par une phrase d'adieu. La seconde suivante, une énergie menaçante jaillit de sa bouche, la flamme de l'ombre. L'énergie massive a englouti la formation de défense et l'a amené au bord de l'effondrement. Tout le monde retenait son souffle et essayait de garder son calme tout en maintenant la barrière. Plus tard, Eken a volé dans le ciel au sommet d'un énorme oiseau de glace et a affronté le roi dragon. Il a déclaré que ce n'était pas l'endroit pour se déchaîner. Avec un reniflement de mépris, les yeux du roi dragon brillèrent d'éclat. En un éclair, un fantôme se précipita vers Eken. À travers la fumée, on pouvait voir le pied de quelqu'un. Le roi dragon s'était transformé en sa forme humanoïde. En regardant au-dessus, il vit le châtiment divin en préparation. Il devait d'abord entrer dans le palais d'été et une fois que le châtiment divin serait prêt, la vie et la mort des joueurs VIP lui appartiendraient. D'un geste de la main, une énergie terrifiante jaillit devant elle. La seconde suivante, la barrière maintenue par des milliers de personnes a été impitoyablement ouverte. Tout le monde s'est effondré au sol, vomissant du sang avec incrédulité sur le visage. Le roi dragon sourit et se présenta, il était le Battle God Morflon. Il se demandait maintenant qui oserait l'arrêter. Une expression terrifiée apparut sur le visage d'Eken. Morflon devait d'abord traverser le Time Hall, mais une fois entré dans la section intérieure de l'académie, les conséquences seraient inimaginables. Eken a immédiatement survolé et était prêt à se défendre. À l'intérieur du Time Hall, Eken marchait à grands pas nerveux. Il ne doit pas laisser l'ennemi faire un pas à l'intérieur même s'il doit pour cela sacrifier son titre d'archimage. Le Time Hall était vide et calme. Soudain,
la tête d'une statue de pierre perça les murs. Alors que la fumée se dissipait, Eken eut finalement un regard clair et la colère monta immédiatement dans son cœur. C'était la tête de la statue de l'archimage fondateur du palais d'été. Morflon salua Eken, l'archimage estimé, lui demandant s'il était satisfait du cadeau. Serrant les dents de colère, Eken se demanda ce qu'il voulait. Avec un sourire, Morflon demanda le bâton et partirait une fois qu'il l'aurait reçu. Dans sa pensée, il a décidé de tuer l'archimage pour donner à la société de jeu des problèmes à résoudre, lui laissant ainsi une certaine marge de liberté. Le bâton fut violemment projeté contre le sol. Eken rugit de colère. Le roi dragon Morflon était le fils du dieu suprême de Shur, mais il a commis le péché de trahir son père. Malgré cela, Morflon ne s'en soucia pas et coupa son épée, ouvrant une fissure dans le mur du Time Hall. Désormais, le roi dragon prendrait l'objet de force. À côté, un groupe de followers a offert son soutien. Ils se rassemblèrent derrière Eken et scandèrent une formation défensive. Avec la barrière, même une compétence de niveau 4 serait inefficace. Morflon lança son attaque. D'un coup d'épée, des chaînes d'éclairs chargèrent sur son ordre. La barrière de l'archimage rendait inefficaces les attaques de niveau lancées par les autres et s'il était un dragon ordinaire, il pourrait même être tué. Cependant, il n'était pas ordinaire. Morflon condensa une flamme sur sa paume. D'une simple poussée de la main, d'horribles explosions de flammes éclatèrent. Les yeux d'Eken s'écarquillèrent d'incrédulité. La puissance dense a brisé sa barrière sans difficulté. L'un de ses partisans n'a pas supporté l'impact et a vomi du sang. Il ne restait plus que 3 barrières et une fois que Morflon serait proche, ce serait fini. La force qu'il utilisait était uniquement sous sa forme humaine et une fois devenu dragon, tout le monde serait anéanti en un instant. Eken ne pouvait pas croire que son palais d'été, qui a existé pendant des milliers d'années, serait détruit aujourd'hui. Dehors, le groupe de Sunran s'était rassemblé dans le ciel. Alors que Jasmine montrait une expression terrifiée à cause de leur altitude, Sunran remarqua que le châtiment divin avait pris forme. Soudain, l'oiseau qui s'occupait de Jasmine perdit sa dernière once de force et renonça à la tenir. Elle est tombée directement du ciel et s'est écrasée dans le Time Hall. Tandis que le cri horrifié de Jasmine résonnait, tout le monde était stupéfait sur place. Morflon s'est immédiatement enfui, évitant l'homme qui tombait. Au sol, Jasmine tomba inconsciente comme si son âme avait quitté son corps. Balbutia Eken, reconnaissant l'arrivée du dragon Slayer. Morflon a immédiatement attaqué, sachant que l'homme était un homme de main. Soudain, une épée brillante d'une énorme énergie tomba du ciel. Cela sépara instantanément le roi dragon, l'empêchant de nuire à Jasmine. Sunran et Charlie ont suivi et sont également tombés du ciel, et tandis que Sunran a demandé à Jasmine avec inquiétude, Charlie lui a assuré que, avec la constitution du corps qu'elle possédait, tout irait bien. Finalement, le groupe de Sunran s'est réuni, face au roi dragon. Charlie leva son épée. Maintenant qu'il avait tué 2 dragons subordonnés, le roi dragon Morflon serait le 3e. Les adeptes étaient soulagés, leur sauveur, le tueur de dragons, était enfin arrivé. À cet instant précis, Morflon avait une expression mécontente. Sunran a averti que l'arme et l'équipement de Morflon étaient de niveau 4. Charlie a répondu qu'il serait difficile de vaincre le roi dragon avec leurs capacités actuelles. Sunran a déclaré que le châtiment divin avait déjà pris forme et que tout ce qu'ils avaient à faire était de se coordonner avec les mages et de l'utiliser pour anéantir le dragon. Charlie accepta et activa sa compétence. Les vêtements sur son corps furent instantanément déchirés en morceaux. Ses muscles se tordirent et étaient remplis de force. Avec sa compétence Golden Shell, désormais activée, Charlie chargea en avant. Au quartier général, Shen Ansheng était enflammé. En voyant un bronze enforcé en action, son paiement de 20 000 points de crédit en valait la peine. Il ordonna immédiatement à tout le monde de surveiller tous les mouvements du destroyer. Le châtiment divin serait activé une fois que le destroyer entrerait dans la ligne de vue. En regardant l'écran, Shen Ansheng a laissé l'avenir de Dragon Age entre les mains de Charlie. Eken ordonna à ses partisans de retenir le roi dragon. Avec leur soutien, Charlie chargea Morflon. D'un autre côté, Morflon semblait impuissant face à eux. Mais, lorsque Charlie était proche, Morflon a fait preuve d'une habileté. C'était une compétence de niveau 3, Sunran a averti Charlie de faire attention. Charlie était alarmé mais la compétence lui était déjà lancée. Jasmine a rapidement réagi, activant ses arts illusoires.
Charlie s'est multiplié. L'attaque a traversé le clone, laissant Charlie indemne. Avec un sourire éclatant, il remercia Jasmine et lui donna son approbation. Morphlon sourit avec dédain, les clones n'étaient devant lui que des tours de passe-passe. Un autre rayon de flamme de l'ombre jaillit de ses mains, envoyant une autre vague d'illusions en enfer. Charlie se prépara, ne sachant pas s'il pourrait résister au coup. De nulle part, une barrière de glace s'est matérialisée, bloquant les flammes de l'ombre. C'était la compétence de Sun-Ran. Avec un large sourire, Charlie s'avança à nouveau, sans oublier de compléter l'excellence de Sun-Ran. Tout n'a pas échappé aux yeux de Morplon. Après avoir vu ses capacités, il a décidé d'attaquer Sun-Ran en premier. Charlie n'a pas tardé à répondre. Il bloqua l'attaque de Morphlon d'un coup d'épée. Sun-Ran a immédiatement aidé. Tandis qu'il lançait plusieurs runes de givre pour faire face à l'attaque de Morphlon, Eken continuait sa suppression. Il a été étonné du travail d'équipe du groupe de Sun-Ran. D'un autre côté, Morphlon commençait à s'énerver. Soudain, il a crié à tout le monde pour demander de l'aide. Eken fut surpris par cela. La seconde suivante, une lame lui transperça le dos. Eken ne put s'empêcher de vomir une gorgée de sang. Tout le monde a été choqué par l'évolution soudaine de la situation. Ils ont un traître à leur côté, il était l'agent infiltré de Morphlon. Eken, affaibli et à genoux, jeta un sort avec la dernière once de ses forces. Les arcs électriques traversaient le sol et des étincelles volaient partout. Eken n'en est pas sorti indemne. Même ses partisans étaient rôtis. Au quartier général, Shen Ansheng a tremblé sur place. Eken et ses mages étant désormais morts, leur chance de gagner semblait mince. Contrairement à la morosité ambiante, Morphlon était content, son pion jouait un rôle crucial. À l'heure actuelle, sans la retenue d'Eken, il ne pourrait pas être vaincu. Charlie chargea Morphlon qui était joyeux. Au moment où ils sont entrés en collision, des ondes de choc d'arcs électriques ont bombardé la pièce et des fissures ont rempli le sol. Bien que les compétences de Charlie ne puissent pas être sous-estimées, face à un Dragon Blade de niveau 4, son arme et son corps de niveau 3 ne pouvaient pas être comparés. Bientôt, l'épée de Morphlon prit le dessus. L'épée de Charlie s'est brisée et la lame de Morphlon lui a entaillé le corps. Jasmine était choquée par la défaite de Charlie. Maintenant, Dragon Slayer était mort. Morphlon a marché avec arrogance sur le cadavre de Charlie et a demandé qu'il arrêterait à nouveau. Au quartier général, l'alarme a retenti. Ils étaient maintenant en situation d'urgence, alors Shen Ansheng a demandé des exécuteurs de rang supérieur, mais son assistant lui a dit qu'il recrutait toujours. C'était fini, c'était la pensée que Shen Ansheng n'avait qu'en ce moment. Morphlon s'est approché du cadavre d'Eken. Alors qu'il était à quelques pas, il était figé sur place. Il remarqua qu'il semblait manquer quelque chose. Il y jeta un coup d'œil attentif et réalisa que l'arme divine n'était pas dans la main d'Eken. C'est alors que Sun-Ran a demandé à Morphlon s'il cherchait le bâton. Le bâton churetait entre les mains de Sun-Ran. La colère de Morphlon éclata, son arme divine fut volée alors qu'il n'y prêtait pas attention. Peu de temps après, des boules de Shadow Flame pleuvèrent vers Sun-Ran. De multiples barrières se sont matérialisées à partir de rien, bloquant avec précision toutes les boules de Shadow Flame. Avec le bâton de niveau 4, les sorts de Sun-Ran ont été encore amplifiés. Morphlon savait que Ice Sting de Sun-Ran n'était que de niveau 2, alors il lui a demandé un autre tour. En réponse, Sun-Ran lança d'énormes Ice Sting. Un groupe d'entre eux se précipita vers Morphlon à une vitesse effrayante. Bien qu'il soit indemne, être touché par 10 piqûres de glace chaque seconde le rendait extrêmement ennuyé. Sur le côté, Jasmine était étonnée de la force de Sun-Ran. Grâce à ses compétences, elle pensait qu'il méritait d'être salué comme le chef des mages. Au quartier général, ils ont été choqués après avoir vu Morphlon être supprimé par les attaques de Sun-Ran. Le sourire de Sun-Ran s'élargit alors qu'il se moquait de Morphlon pour avoir été battu par Ice Sting. Cependant, Morphlon avait d'autres préoccupations. C'était que les Ice Sting réduiraient la salle du temps en morceaux et une fois que le châtiment divin l'aurait visé, il serait anéanti. En pensant à cela, Morphlon a utilisé son dernier recours. De là où il se tenait, des tourbillons d'énergie se formaient tandis que des arcs de foudre vibraient dans l'air. Bientôt, il se transforma en un énorme dragon. C'est alors que Sun-Ran a pensé à quelque chose. Avec un sourire, Morphlon a demandé s'il admettrait sa défaite.
Sunran a répondu qu'il avait reçu un Frost Whirl de niveau 2 et il se demandait à quoi cela ressemblerait s'il le lançait avec son bâton divin. Bientôt, un vent glacial souffla et se rassembla autour de Sunran, provoquant une floraison de glace sur ses pieds. Au quartier général, Shen Ansheng a été stupéfait de la rapidité avec laquelle Sunran a compris le sort qu'il avait lancé. Il a décidé de rechercher les informations de Sunran. Au bout d'un moment, l'assistant fut choqué, découvrant que Sunran était un génie. À l'âge de 15 ans, il avait déjà joué à 15 jeux différents et même s'il n'était pas un VIP, il obtenait la gloire à chaque match. En dehors des arts martiaux, il maîtrisait tout. De plus, il était autrefois un grand mage dans le monde de la sorcellerie qui est un monde de rang argent. Sachant que le monde de la magie était l'un des mondes virtuels de type magique les plus complets, Shen Ansheng pensait que Sunran possédait certaines compétences en tant que grand mage et qu'il lui serait facile de maîtriser de nouveaux sorts. Morphlon n'a donné aucune chance à Sunran et a lancé directement une attaque avec l'intention de tuer. Mais c'était trop tard. Un tourbillon de givre continu fut scandé et vola vers Morphlon. Le barrage le poussa contre le mur, créant des fissures partout. Dès que la compétence s'est arrêtée, Morphlon a été enseveli sous la fumée et les débris. Finalement, Morphlon était en colère. Comment une fourmi chétive ose-t-elle rêver de le vaincre? Il fut soudainement submergé par un frisson dans la colonne vertébrale, entendant que Sunran pouvait le tuer avec un seul tourbillon de givre. Morphlon n'en revenait pas et demanda à Sunran qui il était. Le bâton Shur a touché le sol. Sunran a répondu qu'il n'était qu'un joueur ordinaire qui était désormais un exécuteur. De nulle part, des dizaines de Frost Whirl ont émergé. Morphlon était secoué et incrédule face à ce qu'il voyait. Il a été frappé sans interruption et la force l'a projeté à travers le mur. Tout le monde a immédiatement vu Morphlon qui a été envoyé dehors. Ils furent choqués après avoir vu le corps du roi dragon criblé de blessures. L'instant suivant, ils virent Sunran émerger avec le bâton Shur à la main. Morphlon n'était pas convaincu par sa défaite et rugit de colère. Sunran a alors proclamé qu'il était trop tard pour que Morphlon puisse riposter. Au quartier général, Shen Ansheng a ordonné d'activer le châtiment divin. Sans hésitation, l'assistant suivit l'ordre. Un éclair céleste venu du ciel frappa le roi dragon. Alors qu'il se brisait lentement en morceaux, son rugissement horrifié résonna à travers le pic Argus. Dans un bâtiment du monde réel, l'une des installations virtuelles a explosé. De l'intérieur, il pouvait entendre l'appel à l'aide de quelqu'un. Sur la chaise sensorielle, un homme semblait mort-free. Devant lui montrer la notification, le Battle God Morphlon est mort. Au palais d'été, les mages se sont rassemblés et ont applaudi la victoire de Sunran. Maintenant que le roi dragon a été tué et Keken est mort, tout le monde salue Sunran comme le nouvel archimage. Finalement, Sunran put soupirer de soulagement. À proximité, une entité a émergé. Il s'est présenté comme l'émissaire du dieu suprême de Shur et a déclaré son admiration pour l'intelligence et la force de Sunran. L'émissaire a ensuite invité Sunran au Saint Royaume de Shur. Sunran était d'accord et pensait que la mission était désormais terminée. Derrière lui, il remarqua Jasmine. Elle avait un air hésitant sur son visage musclé. Sunran l'a laissée tranquille, et même s'il avait une bonne impression d'elle, il a décidé de s'en séparer car chaque jeu était différent et distinct de la vie réelle. Bientôt, la victoire de Sunran et la défaite du roi dragon furent annoncées au monde de Dragon Age. Dès lors naît la légende de Sunran qui durera pour l'éternité. Quant à Sunran, il a été téléporté hors du jeu. Dans une maison de maître avec jardin. Un homme a regardé les informations concernant la mort d'un joueur dans une salle de jeu du district de Common Ground. L'homme se connecte alors au Darknet. Après un moment, tout le monde s'est rassemblé dans le Darknet crypté de la troupe de mercenaires Scorpion. Le numéro 1 raconte à tout le monde la mort du numéro 4 dans Dragon Age et mentionne que tout le monde a dû voir l'enregistrement de sa dernière bataille. Le numéro 3 affirme et demande s'ils vengeraient leurs camarades. Le numéro 1 leur dit d'observer puisque leur adversaire était un destructeur avant de devenir un exécuteur et ne pouvait pas être sous-estimé, mais le numéro 3 ne se souciait pas de son avertissement et pensait que tuer leur adversaire serait un jeu d'enfant. Le numéro 1 a dit au numéro 3 de ne pas être imprudent et il a en outre expliqué que pour le moment, la sécurité était renforcée et qu'il serait préférable d'éviter de prendre des commissions pour les 6 prochains mois. Mais le numéro 3 n'était pas convaincu et pensait que les responsables de l'exécution n'étaient qu'une bande d'idiots. Et avec leurs 10 années d'expérience en exploitation, il n'était pas nécessaire d'être trop prudent. Le numéro 1 est devenu sérieux et a expliqué
qui se cachait dans l'ombre, n'avait pas le droit d'être négligent. Sur le côté, le numéro 2 était d'accord, mais cela n'a fait que rétorquer le numéro 3 avec colère puisqu'il savait ce qu'il faisait. Voyant que personne ne voulait se conformer à lui, il décida de partir. Sans hésitation, sa silhouette a disparu. De retour dans le monde réel, le numéro 3 se plaignait de la bande de salauds lâches qui avaient peur d'un gars qui n'avait qu'un peu de talent. Maintenant que personne ne voulait venger le numéro 4, il le ferait lui-même. Dans le district 55 de Common Ground, Sun Ran restait assis sur sa chaise sensorielle. Après la mission, il a reçu 500 points de mérite de l'Enforcée Alliance, et en récompense pour l'obtention d'une note d'évaluation légendaire, il a reçu 4 fois les frais de commission, totalisant 10 000 points de crédit. Sun Ran s'est déconnecté du jeu tout en s'exclamant à quel point son cœur battait à tout rompre malgré la mission sans effort de qualité faire. La porte s'ouvrit et Lan Shin sortit, lui demandant comment s'était déroulée sa mission. Sun Ran a annoncé la nouvelle avec joie et comme il avait obtenu 500 mérites, il ne lui faudrait pas longtemps pour gagner 1000 mérites pour devenir un exécuteur de bronze. Lan Shin l'a applaudi et lui a dit d'utiliser son argent pour acheter une dosette de nutriments pour remplacer sa chaise, car elle était mauvaise pour son corps. Sun Ran a accepté et s'est exclamé à quel point sa femme était attentionnée, faisant rougir le visage de Lan Shin. Sun Ran lui a alors posé des questions sur sa mission. Lan Shin a déclaré qu'il n'avait pas réussi à faire face à un destroyer et qu'un total de 10 équipes avaient été anéanties. Le temps a passé. Sun Ran et Lan Shin sont apparus à l'extérieur du quartier général de l'Enforcée Alliance, le Rubik's Cube of Order. Une fois à l'intérieur, Lan Shin a annoncé à tout le monde que Sun Ran devenait un exécuteur de Black Iron, et les autres épouses l'ont applaudi. Après s'être assis, Lan Shin a interrogé Beteng Xuan, qui a été le dernier à être éliminé, sur la situation dans le jeu. Elle répondit que c'était mauvais et que le comte Dracula, qui était maintenant duc, avait réussi à s'emparer du pouvoir politique du duché de Valachie, incitant la Middle Age Gaming Company à embaucher des bronzes enforcés pour la mission. Cette fois, Sun Ran a demandé plus de détails. Beteng Xuan a expliqué que le monde auquel ils avaient affaire s'appelait l'Âge des Ténèbres, un monde fantastique basé sur le Moyen Âge européen, se déroulant au XIVe siècle et que leur cible était le duc Dracula. Durant son enfance, il fut envoyé en otage dans la capitale de l'Empire ottoman, Istanbul, et après son accession au pouvoir, il hérita du poste de duc. En fin de compte, il n'y avait rien de mal avec Dracula lui-même et tout ce qu'il avait fait était légal, à l'exception de son sort. Sun Ran était intéressé et a demandé quel était son sort. Beteng Xuan a expliqué que Dracula a dépensé suffisamment pour le jeu pour devenir un véritable noble VIP et que sa fin devrait être lorsque son père a été tué par l'armée rebelle, que le duché de Valachie a été renversé et qu'il a été envoyé en exil en tant que civil. Toutefois, il a embauché des destroyers dans le monde réel pour l'aider à remporter avec succès le titre de duc dans le jeu. Sun Ran apprit alors que les destroyers embauchés par Dracula appartenaient tous à la guilde des vampires. En entendant le nom, Sun Ran ne put s'empêcher de claquer la langue. Lan Shin a demandé une mise à jour, alors qu'Eer a vérifié son écran et a appris qu'aucune équipe n'était revenue pour continuer la mission. Les équipes de Fer Noir pensaient que le destroyer avait le dessus et que seules des forces de l'ordre plus fortes avaient une chance de renverser la situation. Soudain, elle remarqua un changement dans la situation. Un bronze enforcé solo nommé Jin Ke avait accepté la commission et était entré dans le jeu. Sun Ran a interrogé Lan Shin sur les frais de commission et a appris que les équipes Black Iron recevaient 2000 points de crédit par personne, avec 5000 points de crédit par personne en guise de rémunération en raison de l'adversaire gênant et que des bonus supplémentaires seraient accordés en fonction de la contribution de l'individu. En entendant le paiement impressionnant, Sun Ran a invité tout le monde à poursuivre la mission ensemble. Beteng Xuan était sceptique puisque leur équipe avait été éliminée une fois, et leur demande de continuer la mission ne serait acceptée qu'une fois qu'ils auraient prouvé que leur équipe était devenue plus forte. Sun Ran a ensuite annoncé qu'il avait reçu une note d'évaluation de mission légendaire et a estimé que cela devrait satisfaire à l'exigence. Ces femmes étaient stupéfaites et étonnées de voir comment Sun Ran avait obtenu une telle note. Sun Ran a ensuite exprimé que dans les mondes virtuels de la civilisation occidentale, ses prouesses en alchimie sont grandes. Les épouses étaient excitées, alors qu'Eer envoya précipitamment une demande. Leur équipe, Rose of Thorn, comptait un nouveau 4e membre nommé Rosebush. Sun Ran pensait que c'était approprié puisqu'il était le meilleur homme pour protéger les jeunes filles aussi belles que les roses. Sur le côté, Lan Shin ne pouvait s'empêcher d'afficher un visage de désaccord. Keer reçut immédiatement une réponse, qui acceptait leur participation à la mission,
Mais comme Rosebush était un nouveau membre qui ne montrait qu'une grande capacité de lancement de sorts et avait peu de pouvoir dans le jeu The Dark Ages, sa rémunération ne serait que de 3000 points de crédit. Voyant sa femme malheureuse, Sun-Ran a montré un sourire et leur a dit qu'il n'y avait rien de mal et qu'il devrait l'accepter. Lanshin a alors demandé à Sun-Ran s'il était confiant de réussir. Se montrant du doigt, Sun-Ran répondit que sur Teruel, il était le grand maître de la création, donc quelques bouffons vampires ne seraient qu'une blague devant lui. Lanshin lui a immédiatement tiré le visage, il était comme un enfant qui voulait se montrer, ne sachant pas ce que signifie faire profil bas. Keer a immédiatement accepté la commission. Un portail apparut de leur côté. Il leur a été demandé de respecter les 3 principes directeurs des forces de l'ordre. Tout le monde se leva de son siège, prêt à affronter les gens de la guilde des vampires. Sun-Ran a été transporté dans le jeu. Il ouvrit lentement les yeux et observa les alentours. Avec ses femmes, il se trouvait dans une cellule de prison. Un écran est apparu devant lui, il a obtenu une autorisation de niveau 2. Dans le jeu, il était Orlando, un haut fonctionnaire de l'Empire ottoman, et a été emprisonné après avoir été accusé de conspiration de trahison. Sun-Ran a alors pensé que la société de jeu avait de l'intelligence et a envoyé son équipe en prison pour empêcher le destroyer de les atteindre. Keer s'est réveillé lentement et a demandé où il se trouvait. Dès qu'elle a bien regardé les environs, elle a crié en voyant un cafard. Petit à petit, tout le monde a repris conscience et a vu qu'ils étaient envoyés dans un endroit horrible. Après avoir vu les détails de leurs personnages, Sun-Ran s'attendait à ce que la société de jeu les libère pour des raisons légales. Il leur a ensuite dit qu'il connaissait de nombreux sorts et arts alchimiques locaux et comme il n'avait pas une bonne compréhension des capacités de ces femmes, il leur a dit de s'expliquer afin qu'elles puissent mieux travailler ensemble. Lanshin a expliqué qu'elle était douée avec l'épée et l'arc à une main. Elle possédait une compétence de guerrière de niveau 2 et une compétence d'archer de niveau 1 pour améliorer sa précision. Keer était un assassin et connaissait quelques compétences d'attaque avec le poignard et une compétence de dissimulation de niveau 1. Tant qu'il y avait des ombres autour, elle pouvait les utiliser pour se cacher. Betingxuan était une prêtre taoïste, elle pouvait dessiner des talismans et lancer des sorts, qui étaient tous utilisés comme soutien. Au Moyen-Âge européen, on la traitait de méchante sorcière. C'est à ce moment-là que leur cellule de prison a été ouverte. L'homme a annoncé que leur Orlando avait été acquitté de ses accusations. Il a été libéré de prison et le gardien lui a également préparé des vêtements propres. Après un moment, Sun-Ran a changé ses vêtements. Il remarqua alors ses femmes. Ils ont été changés dans leurs vêtements, révélant leur beauté. Après s'être disputés un moment, ils arrivèrent dehors et s'approchèrent d'une voiture. Sun-Ran a dit au cocher de les emmener à la résidence d'Orlando, à l'est de la ville. En chemin, l'équipe de Sun-Ran a discuté de ses prochaines actions. Il les a informés qu'il commencerait à fabriquer des armes et leur a demandé de le protéger et qu'une fois les armes prêtes, ils en finiraient avec le démon. Keer a alors dit que quelqu'un les suivait et Sun-Ran a deviné qu'il s'agissait du peuple de Dracula. Sachant que personne n'avait d'armes sous la main, Betingxuan a dessiné un talisman pour faire face à l'ennemi. Mais Sun-Ran l'a arrêté et lui a dit de ne pas s'inquiéter puisqu'il les suivait et qu'il ne pouvait pas attaquer un fonctionnaire de l'Empire en public. De plus, Sun-Ran n'était pas une cible facile et bien que les sorts soient beaucoup plus faibles, la force et le froid de son sort Ice Sting restaient les mêmes. Le temps passait et on pouvait voir leur voiture passer le pont. Au bout du pont, ils sont arrivés à la résidence Orlando et les harceleurs n'ont pas lancé d'attaque. Un serviteur accueille précipitamment le groupe de Sun-Ran. Il présenta tout le monde comme ses invités et demanda aux serviteurs de prendre soin d'eux. Après le départ de la voiture, Sun-Ran a pensé qu'il y avait d'autres espions dans les environs. Il soupçonnait que le cocher était l'un d'entre eux. À l'intérieur de la salle à manger, Sun-Ran a demandé à Betingxuan de lancer une barrière silencieuse. Elle a fait un saut de main et l'énergie a déferlé autour de ses mains. Bientôt, une grande barrière apparut autour d'eux. Pendant qu'ils mangeaient, Sun-Ran a informé qu'il y avait 2 humains ordinaires et un vampire qui les suivaient il y a quelque temps. Après avoir senti le cœur vampirique, il a conclu que le vampire n'était pas très fort et que s'il était un destructeur, il serait facile de s'en occuper. Lanshin a découvert lors de leur bataille précédente que le vampire le plus fort était un comte et avait un corps de niveau 3. Elle leur a dit qu'il avait créé l'armée des chauves-souris chargée des assassinats et de la collecte d'informations et qu'il y avait 1 millier de personnes dans cette armée, ce qui en faisait le plus grand soutien du duc Dracula. Sun-Ran s'est alors demandé pourquoi les ennemis avaient rapidement réagi à leur arrivée. Keer a déclaré qu'en tant qu'assassin elle-même,
elle pensait que peu importe la force des forces de Dracula, il serait impossible de connaître leur identité en peu de temps. Sun Ran a ensuite déclaré qu'il pourrait y avoir un traître au sein de la société de jeu qui transmettait des informations à l'ennemi. En entendant leurs paroles, Lanshin a immédiatement contacté l'administrateur. Dans une station spatiale. Et Qiang, l'administrateur en chef de l'Âge des Ténèbres, a été informé de la connexion de Lanshin. Après avoir été connecté, Lanshin a immédiatement signalé le traître dans l'entreprise. Et Qiang a rapidement ordonné à tout le monde de rechercher toutes les liaisons de données établies entre la station spatiale et le monde extérieur au cours de la dernière heure. La seconde suivante, la recherche a commencé et n'a pas trouvé la source de la liaison de données. Et Qiang n'a pas pu identifier qui a divulgué les informations sur l'épine de rose. N'ayant d'autre choix, il ordonna à tout le monde de surveiller chaque mouvement des administrateurs jusqu'à la fin de la mission. Retour chez Sun Ran. Lanshin a informé tout le monde que le traître avait été confirmé. La société les indemniserait pour ce qui s'était passé, cependant, le destroyer disposait désormais des informations sur Sun Ran. Maintenant qu'ils savaient qu'il était alchimiste, ils attaqueraient au plus faible lorsqu'il était occupé à fabriquer des armes. Beting Xuan a demandé si c'était pour cela qu'il lui avait dit d'installer une barrière et s'il y avait également des informateurs dans la résidence. Sun Ran a confirmé ses pensées et a déclaré qu'il les battrait sur leur propre jeu. Dans la cachette du vampire. Un groupe de vampires était rassemblé. L'un d'eux a informé le seigneur qu'il était minuit. Le seigneur s'est alors levé et s'est éloigné, il a ordonné à l'un de ses hommes de rester et d'être le point de contact, mais une fois que la situation change, il doit quitter les lieux et se présenter à leur maître. Se léchant les lèvres, le seigneur s'exclama « Que la chasse commence !» Au milieu de la nuit, on pouvait voir le seigneur courir dans les rues désertes. Il a soulevé son corps. Et avec un bruit sourd, il atterrit rapidement de l'autre côté du mur. Il se trouvait maintenant dans la résidence de Sun Ran. Il bougea rapidement. D'un mouvement courbé, il courut jusqu'au coin de la cour. Puis, il s'arrêta net. Il remarqua une rune de givre sur le sol et renifla avec dédain. La barrière dérisoire autour de la résidence ne pouvait pas l'empêcher d'entrer. Soudain, une silhouette se précipita sournoisement sur son dos. Il se tourna immédiatement pour regarder et réalisa qu'il s'agissait d'un assassin invisible. À proximité, il sentit un mouvement soudain. Il se précipita rapidement et tenta d'attraper l'assassin invisible avec ses griffes. Keoer sourit malgré l'ennemi menaçant qui s'approche d'elle. Elle se précipita en avant, frappant le seigneur vampire. Le poignard était si tranchant qu'il eut des sueurs froides après avoir vu ses doigts décapités. À ce moment-là, une rune de givre s'éclaira sous son pied. Il réagit rapidement et sauta, évitant la rune qui aurait pu le paralyser de la taille aux pieds. Maintenant qu'il ne pouvait plus attaquer avec ses griffes à cause du poignard tranchant de l'assassin, il ne pouvait attaquer qu'avec une arme à distance, l'ennemi jurait des armes de combat rapprochées comme le poignard. Une pierre est apparue au doigt de Keoer. Elle le jeta vers le sol. La rune de givre s'est activée et a réussi à piéger le seigneur. Sans hésitation, Keoer lui enfonça son poignard dans le cœur. Sachant que le vampire avait une grande vitalité, Keoer utilisa le talisman d'exorcisme de Beting Xuan. Le vampire s'enflamma et ses rugissements se répercutèrent dans le calme de la nuit. Après avoir affronté le vampire, elle n'a même pas versé une goutte de sueur. Elle se demandait si ses sœurs allaient bien. De l'autre côté, Lanshin a activé sa compétence d'épée, Gongsin Sword Dance. Lorsque Keoer est arrivée, elle avait presque fini de maîtriser les ennemis avec les doubles épées enchantées par l'attribut de brûlure que Sun Ran lui avait donné. Après avoir pointé sa lame sur le dernier ennemi, Lanshin a demandé où était Sun Ran, ce que Keoer a répondu qu'elle savait. Beting Xuan est alors arrivé et les a informés qu'elle avait vu Sun Ran quitter la résidence. Lanshin s'inquiétait pour la sécurité de Sun Ran. Mais Sun Ran est apparu, amenant un autre vampire qu'il avait attrapé alors qu'il essayait de faire rapport à sa faction. Jetant le vampire au sol, Sun Ran a demandé combien d'entre eux étaient là et qui était leur chef. Le vampire a déclaré qu'il ne révélerait pas la vérité et ne trahirait pas son maître. Lanshin a ensuite informé Sun Ran que le vampire était de bas niveau et devait avoir signé un contrat de sang, ce qui rend impossible l'obtention d'informations. Sun Ran a dit à Beting Xuan d'extraire l'essence du sang du vampire et de le expulser du jeu. Le vampire ne savait pas de quel jeu il parlait. Bientôt, un talisman fut collé sur son front. Et la seconde suivante, le vampire a pris feu.
Une fois le vampire dissous en cendres, son essence de sang a été extraite dans une bouteille pour que Sun Ran puisse l'utiliser. Plus tard, Kewer était curieuse de connaître l'utilisation de l'essence du sang du vampire, mais Sun Ran lui a seulement dit qu'elle le découvrirait dans le futur. Sachant qu'il n'y aurait plus de vampires qui viendraient les déranger, Sun Ran décida de fabriquer de véritables armes avec la pierre grise devant lui. Lanshin lui a dit que les armes qu'il avait fabriquées étaient parfaites contre le vampire. Elle se demandait à quoi ressembleraient les armes forgées alchimiquement, alors Sun Ran lui a dit de vérifier. Il a commencé à affiner un alliage céramique de niveau 3 en tant que protocorps pour fabriquer des armes. L'alliage céramique a été révélé. Kewer l'a poignardé avec son épée mais elle s'est brisée au contact. Comme un fantôme, les mains de Sun Ran ont commencé à assembler une arme. Il a fabriqué une turbo crossbow et l'a donnée à Lanshin, la rendant enthousiaste à l'idée d'essayer son arme. L'arbalète et les carreaux avaient une structure de données de niveau 3 et pouvaient percer des plaques d'acier d'1 pouce d'épaisseur à 300 mètres. Les flèches étaient inscrites avec des runes de brûlure de niveau 3 et s'activaient au contact du corps de la cible, provoquant une petite explosion pyrotechnique. Compte tenu de la force du conte vampire, il serait réduit en miettes à l'impact. Voyant que la statue avait explosé en 1000 morceaux, Kewer était ravi d'avoir aussi sa propre arme. Bientôt, le soleil se leva à l'horizon. Le pasteur Grass est arrivé chez Sun Ran qui l'a invité sans tarder à entrer. Sun Ran a salué le pasteur Grass et a pensé qu'il était venu chercher les vampires hier soir. Effectivement, il a dit à Sun Ran que les vampires qui avaient fait irruption n'étaient pas ordinaires et lui a demandé si Sun Ran avait récemment offensé le duc Dracula. Affirma Sun Ran avec un visage inquiet. Sachant que les fidèles considéraient les vampires comme leurs ennemis, Sun Ran pouvait obtenir leur aide pour lutter efficacement contre les vampires. Sans hésiter, il demande de l'aide, ce qui incite le pasteur Grass à lui prêter son concours. Il a donné à Sun Ran le Drageoff Original Sin, l'arme du vampire progéniteur, Cain. Grâce à une arme enchantée de haut niveau qui lui a été donnée par l'administrateur du jeu par l'intermédiaire du pasteur Grass, Sun Ran pouvait désormais partir à la chasse à Dracula. Dans une forêt, le groupe de Sun Ran était à cheval en route vers le duché de Valachie. Il ne savait pas où se trouvait l'ennemi. Sun Ran réfléchit alors à une solution. Il a sorti une boussole de recherche de démons qu'il avait fabriquée. Et avec son aide, il trouve le vampire qu'il recherche au sein du duché. Ils ont immédiatement procédé. Il dit ensuite à Lanshin de demander où se trouve l'autre exécuteur, Jinke. Et pendant qu'il y est, il lui saisit la jambe, l'incitant à le pincer. Son visage devient rouge, lui disant de garder sa main pour lui. Pendant ce temps, Jinke se cache dans les égouts sous la ville. L'administrateur en chef décide de le contacter. Il dit à Jinke d'accompagner la Rose d'Épine pour l'assassinat, mais l'homme refuse car il est habitué à opérer en solo. Impuissant, l'administrateur en chef ne pouvait compter que sur le parti de Sun Ran. Après avoir connu la situation, il a voulu infiltrer la ville en utilisant des talismans d'invisibilité. Cependant, elle l'informe que le sort de détection de vie est lancé à la porte de la ville, ce qui rend le talisman d'invisibilité efficace uniquement sur leur arme. Finalement, ils décident de se séparer et de rester en contact grâce à des oiseaux en papier. En chemin, ils rencontrèrent un énorme tas de cadavres. Ils étaient dégoûtés par le cœur sombre et tordu du duc. À 1 kilomètre de la ville, ils repartirent leur chemin. Sun Ran entra avec désinvolture par la porte de la ville. Une fois à l'intérieur, il découvre que les vampires dominaient la ville. Un oiseau vola vers sa main. Il se dissout et un message apparaît, l'informant de l'emplacement de ses femmes. Il entre dans une auberge et on peut voir Lanshin assis sur le côté. Une fois qu'il a payé une chambre, la réceptionniste lui dit de bien se tenir, sinon il serait empalé par le duc. Ensuite, il se rend au 2e étage et trouve un groupe d'hommes aux apparences battues. Lanshin montre alors Sun Ran, déclarant qu'elle l'aime pour qu'il puisse coucher avec elle. Au milieu des regards choqués, il s'incline et dit que ce sera son honneur. Plus tard, ils se sont assis dans un coin et ont discuté de la situation de Kewer, qui suivait un haut responsable militaire vampire. Il dit à Bettingsuan de la rappeler car il existe une probabilité d'un piège pour l'attirer. Elle accepte et envoie un oiseau messager. Dans les rues, un groupe de chevaliers recherche partout une personne suspecte. Il les informe que même si Kewer est en difficulté, elle n'est pas encore capturée, sinon ils ne la chercheraient pas. Il leur demande alors les armes qui pourraient éveiller les soupçons. En ce moment, les chevaliers montent les escaliers vers eux. Il dit à Bettingsuan d'avoir peur et de lui faire confiance.
À ce moment-là, la porte s'est ouverte à coups de pied. Un groupe de chevaliers entra et scruta la pièce. En se promenant, ils ont réprimandé Sun Ran pour s'être embrassé en public et décident d'aller chercher ailleurs. Cette nuit-là, la ville était remplie de soldats errant dans les rues. Dans sa chambre, ces deux femmes avaient déjà dormi. Keer vient alors sur lui. Elle montre joyeusement une bouteille remplie du sang du vampire de haut niveau. Il lui demande si elle a rencontré des problèmes. Elle affirme et dit qu'elle était sur le point d'agir et de tendre une embuscade au vampire. Jinke est soudainement apparu et l'a attaqué. Le vampire n'était pas de taille face à lui. Mais les renforts arrivent rapidement. Il tire des flèches sur Jinke. Il a été blessé. Et bien qu'il se soit échappé, les flèches sont empoisonnées et il n'ira pas très loin. Après avoir entendu l'histoire, il lui dit de dormir. Une matinée animée arriva. On parle de l'assassin qui est capturé et qui sera désormais puni aux portes de la ville. Keer se réveille et demande ce qui se passe. Il répond que l'assassin a été capturé. Lanshin se réveille et éclate de rage après avoir entendu la nouvelle. Sur le lit, Keer dit que ce n'était pas elle mais Jinke. Une foule rassemblée autour d'une estrade surélevée. Là se trouve Jinke, affalé sur le sol, les mains attachées avec des cordes. Un vampire le regarde avec un sourire. Et cela pousse Jinke à être rempli de rage. Parmi la foule, Sun Ran trouve enfin l'ennemi, le comte Dracula. Mais il décide de ne pas le tuer puisqu'il n'a aucune preuve et il vaudrait mieux qu'il tue le destroyer d'abord. Juste à ce moment-là, Jinke fut amené vers un pieu. Voyant cela, l'administrateur en chef ordonne à son assistant de l'expulser du jeu. Dans le jeu, il est mort de peur. Mais le comte Dracula s'en fiche, il exige l'exécution des morts. Après la mort de Jinke, Sun Ran décide de rechercher le destroyer. À l'aide de la boussole, il découvre le destroyer caché à l'extérieur de la ville. Plus tard, ils ont choisi de faire revivre Jinke pour les aider, mais ils doivent d'abord récupérer son corps du pic. Sun Ran assume la tâche et leur dit de se cacher derrière une montagne. Cela ne tarda pas et il récupéra son cadavre. Après avoir appris qu'il était réanimé, elle l'a poussé avec un bâton. À ce moment-là, il s'est redressé et a demandé des vêtements. Mais Sun Ran n'en a que pour les filles. Jinke s'en fichait et avec un soupçon d'embarras, il demande une arme. Sun Ran lui a immédiatement donné un poignard enchanté. Par la suite, ils décidèrent d'opter pour le destructeur de vampires. Jinke accepte et est déterminé à se venger. Plus tard, ils arrivent dans une grotte. L'administrateur du jeu leur a donné la carte mais ils n'ont pas pu scanner la grotte à cause d'une épaisse couche de brouillard et ont conclu à la possibilité de pièges à l'intérieur. En entrant dans la grotte, Jinke prend les devants. Il marche prudemment sur le chemin. Avant d'arriver dans un virage, il demande à tout le monde de s'arrêter. Une couverture de feu, activée par une rune de flamme, flambait sans relâche sur le chemin à parcourir. Sun Ran ouvre la voie, chante un bouclier de glace pour bloquer le feu et demande à Lanshin de tirer les runes de feu. Le bouclier de glace s'est activé, éliminant le feu. Sur le côté, Lanshin tire à l'arbalète. La flèche a touché la rune. Et au moment où ça a explosé, il se cache derrière un mur de grotte. La voie à suivre est désormais claire. Jinke ne pouvait que regarder l'arbalète de Lanshin avec envie. Sur le chemin, Sun Ran montre une grande salle devant lui et dit à tout le monde de faire attention. Une fois entrés dans la salle, ils rencontrèrent une grande entité. C'était un golem destructeur. Il lève la main et demande à chacun de ne pas bouger. Keer se demande ce que cela faisait. Il leur révèle qu'il connaît leur objectif. Et s'ils avancent, ils seront écrasés en pâte de viande par des pièges, incapables d'être réanimés et s'ils ont la chance de pénétrer à l'intérieur, il s'est déjà échappé à ce moment-là. Keer renifla et déclare qu'elle le trouverait partout où il irait. Le golem rétorque en riant et demande ce qu'il ferait s'il cherchait refuge dans la ville où règne le duc Dracula. En entendant ces mots, Sun Ran se demande ce que cela faisait. Le golem veut un accord, ils le laisseront accomplir la mission pour les 20 années restantes de la vie de Dracula, sinon la ville sera massacrée. Au siège du jeu, l'administrateur en chef entend également l'offre. Il était furieux de l'arrogance du destroyer qui lui avait demandé de faire des compromis. Il décide de se préparer au châtiment divin et d'anéantir le vampire dès son apparition. Le destroyer apprend rapidement le plan de l'administrateur et révèle que le châtiment divin est inefficace car il porte un équipement de protection.
L'administrateur en chef a interrompu l'opération et contacte les forces de l'ordre. Après avoir parlé pendant un moment, Sun Ran révèle qu'il est sûr de vaincre l'ennemi, et bien que Jin Ke le trouve arrogant, il se joint à lui pour se venger. Dans le jeu, Sun Ran dit qu'il va reculer. Le golem rit et soudain, son expression change après avoir vu l'approche de Sun Ran. Il tapote légèrement la poitrine du golem avec son bâton. Des cercles magiques se matérialisent et le golem est figé sur place. Par la suite, il en prend le contrôle et lui ordonne de s'agenouiller. Il déclare alors que personne ne peut s'échapper et que tous les destroyers seront retirés du jeu. Désormais, Sun Ran était propriétaire du golem. Il lui ordonne de leur tracer un chemin. Les pièges se déclenchent et passent facilement. Et maintenant, non seulement ils ont le contrôle du golem, mais ils peuvent également entendre la communication du destroyer à travers celui-ci. Ils savent désormais quel est le prochain plan des destroyers. Ils réalisent alors qu'ils sont 4 et pensent donc qu'ils devraient se séparer. Jin Ke suggère de s'occuper de celui de Targovist. Mais Sun Ran refuse parce qu'il pourrait y avoir un mage et dit à la place à Jin Ke d'accompagner Lanshin pour chasser tous ceux qui s'échappent. Sur ce, ils étaient tous deux d'accord avec l'arrangement de Sun Ran. Plus tard, le groupe de Sun Ran arrive dans un établissement. Il demande à Bae Tingxian de retrouver les destroyers. 4 silhouettes se matérialisent devant eux et supposent qu'il s'agit du destroyer parti il y a 1 minute. Dans le coin, Keer aperçoit une porte cachée. Mais Sun Ran l'empêche rapidement de le toucher et dit que c'est un piège. Il utilise Golden Gaz et trouve une formation runique explosive à grande échelle. Et dès que quelqu'un l'ouvrira avec force, tout sera réduit en cendres. Jin Ke est furieux à l'idée d'exploser. Sun Ran révèle alors qu'il pourrait décoder la formation. Dans la station de jeu, l'administrateur en chef est étendu, il dépêche tout le monde avant que les vampires ne quittent la grotte et ne déclenchent la formation explosive. Contrôlant la formation, Sun Ran demande à Bae Tingxian de lancer une brise fraîche. Elle chante et active immédiatement la compétence vers l'entrée du passage. La formation disparut et une ouverture fut révélée. Sentant le coup de vent, il réalise que la sortie était proche et décide de se lancer à sa poursuite. Cette fois, les vampires étaient enfin sortis de la grotte. Tous s'accroupirent en même temps. Mais au bout d'un moment, il n'y eut qu'un silence assourdissant. L'un des vampires demande à Roda où se trouve l'explosion. Après avoir réfléchi une seconde, il se rend compte qu'il est impossible de rater son coup puisqu'il a également installé une sauvegarde. Finalement, il suppose que c'est le mage qui l'a diffusé et décide donc de s'enfuir. Le groupe de Sun Ran arrive à la sortie. Mais les destroyers ont déjà disparu grâce à une compétence de dissimulation, ne laissant à l'administrateur du jeu aucun moyen de les retrouver. Sun Ran décide de voir si quelqu'un attend dehors. Il envoie une pluie de piqûres de glace mais rien n'atteint. Au loin, le vampire tenait un fusil de sniper, s'attendant à ce que Sun Ran le sonde. Concluant qu'il n'y avait personne dehors, Sun Ran demande à Bae Tingxian d'envoyer une marionnette en papier. Elle accepte et une marionnette apparaît dans sa main. Il y a du mouvement à l'entrée de la grotte. Pepper Sun Ran en émerge. Mais il fut instantanément détruit par une balle. Sun Ran a été étonné par les destroyers qui avaient introduit le fusil de sniper au Moyen-Âge. Il a donc décidé d'envoyer davantage de marionnettes en papier. Un groupe de marionnettes en papier est sorti et une pluie de balles les a de nouveau anéantis. Après avoir tiré sur un autre lot de marionnettes en papier, le vampire a commencé à abandonner. Il se rendra à Istanbul. Et comme les plans changent, les 2 autres iront dans la capitale du duché. Après avoir été informés que les destroyers s'étaient échappés, ils ont voulu les poursuivre mais Sun Ran les arrête. Il leur dit d'être prudents et qu'il passera en premier. Découvrant qu'il n'y avait aucun ennemi à l'extérieur, ils quittèrent lentement la grotte. Bae Tingxian a lancé la formation divine, permettant à chacun de courir comme s'il volait. Par la suite, les 2 groupes se séparent. Le groupe de Sun Ran se rendra à Targovist, tandis que celui du roi Ke se rendra à Istanbul. L'administrateur en chef informe également tout le monde de l'activation d'un puissant système de surveillance des données pour les tenir au courant des destroyers. Sur la falaise, il voit les vampires courir dans la forêt et décide de les poursuivre. Sun Ran a ensuite lancé la compétence Wing Bridge. Les filles descendent vers la forêt. Après avoir gardé leur altitude, ils poursuivent le vampire. Après un moment, Sun Ran a également emboîté le pas. Un cercle magique se matérialisa sous ses pieds. Et du haut de la falaise, il saute pour chasser l'autre vampire.
Le vampire remarque la silhouette de Sun-Ran et décide de gagner plus de temps pour ses compagnons. Sun-Ran a attaqué le vampire avec d'innombrables tourbillons de glace. Mais le vampire parvient à sauter de côté et à échapper à son attaque. Bien qu'il ait survécu, il déplore le silence des sorts de Sun-Ran. À ce moment-là, il sort de sa cachette et tire sur Sun-Ran qui se dirige vers lui. Toutefois, la balle est bloquée par un bouclier de glace. À ce moment-là, le tourbillon de glace qu'il avait esquivé plus tôt s'est réactivé et lui a tendu une embuscade. Pris au dépourvu, le vampire est facilement vaincu. Il a supplié Sun-Ran d'arrêter. Mais le bâton de Sun-Ran vise rapidement sa tête. La seconde suivante, le vampire explosa. À ce moment-là, le cri d'une jeune fille résonna dans la forêt. Sun-Ran reconnut que la voix venait de Kewer. En ce moment, il faisait face à un autre vampire. Sun-Ran arrive en renfort. Il jette le sort de guérison sur le bras décapité de Kewer et lui dit de se cacher pendant un moment. Le vampire lance des boules de feu. Et ils se précipitèrent vers Betungsuan. Sun-Ran chanta précipitamment une rune de givre. Et ils réussissent à bloquer l'attaque du vampire. Le vampire demande si Roda est tué. Sans attendre de réponse, il lance une autre boule de feu sur Betungsuan. Sun-Ran lance des boucliers de glace pour bloquer les boules de feu et en même temps, il envoie quelques attaques de glace sur le vampire. Le vampire recule et reste indemne. Il lance une autre boule de feu avec un sourire. Après avoir confirmé que Betungsuan était indemne, Sun-Ran lui dit de garder ses distances avec le combat. Il bloque les énormes boules de feu et envoie un autre sort de glace au vampire. Réalisant qu'il ne pouvait pas égaler la vitesse d'incantation de Sun-Ran, le vampire lance un sort de défense. Son bouclier s'est brisé sous l'impact des sorts de Sun-Ran. Après avoir été repoussé, un autre lot d'attaques magiques de glace l'a poursuivi. Le vampire s'est retrouvé sans choix et a activé la bague à son doigt. Il émit un cercle magique et activa le bouclier terrestre, brisant les sorts de glace à son contact. Avec le bouclier activé, le vampire lance 3 énormes boules de feu, il vise même Betungsuan qui était loin. Sun-Ran s'en est à peine défendu avec ses boucliers de glace. Il lança un autre sort appelé chaleur explosive. Et je l'ai jeté sur le vampire. L'énorme boule d'énergie a éclaté et a dévoré le sol. Une fois la poussière retombée, le vampire resta debout derrière son bouclier. Cependant, le bouclier commence à se briser. Sun-Ran est apparu et était prêt à attaquer lorsque le vampire brillait de rayonnement. En un clin d'œil, un fusil de sniper apparut dans ses mains. Et sans hésitation, il tire sur Sun-Ran. Dans la station de jeu, tout le monde devant l'écran pensait que c'était fini. L'air semblait gelé. La balle destinée à la tête de Sun-Ran a été détournée de son répertoire. La mâchoire de l'administrateur du jeu tomba à cette vue. Pendant ce temps, le vampire a eu des sueurs froides, réalisant que Sun-Ran pouvait exercer son énergie spirituelle pour influencer la balle, ce qui témoigne de sa capacité à contrôler les données. Il fit immédiatement volte-face. Cette fois, Kewer décide de se déconnecter puisqu'elle était inutile. Sun-Ran est d'accord puisqu'elle n'est pas handicapée et que ce n'est qu'un jeu. Après avoir gelé sa femme, Sun-Ran poursuit le vampire. Pendant qu'il se poursuivait, le vampire supplie de le laisser partir car il ne veut que joindre les deux bouts. Betungsuan a alors détecté qu'il y avait 300 chevaliers devant lui. Sun-Ran demande au vampire si son armée de chauves-souris viendra. Après confirmation, il décide de tuer le vampire dès que possible. Le vampire se retourne brusquement et prend son fusil de précision pour profiter de la situation. Mais Sun-Ran n'a pas tardé à réagir et à lancer une couche de bouclier de glace. Le vampire est impuissant face à cela et se remet à courir. Il a activé sa compétence d'éclatement de vampire, laissant Sun-Ran derrière lui. Et bien que les compétences que Sun-Ran lui avait lancées aient manqué, le vampire espère que son renfort viendra immédiatement. Non loin de là, une armée de chevaliers galopait à une vitesse effrayante. Les renforts sont enfin arrivés. Betungsuan décide de les retenir pour que Sun-Ran puisse s'occuper du vampire. Elle agite la main et des dizaines de marionnettes en papier apparaissent. Une brume étrange imprégnait l'air, invoquant l'armée des morts vivants. Le chef des chevaliers montre Betungsuan et ordonne à tout le monde de l'arrêter. Elle dit au revoir à Sun-Ran et décide de se revoir au quartier général des forces de l'ordre. Sun-Ran ne pouvait qu'accepter la situation et la laisser souffrir. À ce moment-là, les armées se sont attaquées. Pendant ce temps, Sun-Ran continuait à chasser le vampire.
Ils arrivent à la rivière, surprenant les gens autour. Le vampire est maintenant paniqué. Il a utilisé Blood Float Step et a traversé la rivière en courant. Sunran est resté à sa poursuite, utilisant sa propre compétence, ce qui a stupéfié les gens autour. Dans la station de jeu, l'administrateur en chef ordonne à Sunran de terminer le destroyer rapidement, car d'autres personnes porteront plainte après leur déconnexion. En entendant l'administrateur en chef, Sunran s'enquiert de la situation de Lanshin et découvre qu'ils avaient affaire au chef. Il est finalement devenu sérieux en lançant quelques tourbillons de glace. Le vampire a choisi de nager dans la rivière pour se cacher. Il se dirigera vers la partie la plus profonde et tendra une embuscade à Sunran pour une contre-attaque. À son insu, Sunran a prédit ses plans. Il a lancé un sort de glace. La rivière a instantanément gelé, comme si la période glaciaire reprenait. Le vampire est choqué par la tournure soudaine de la situation. Conscient des conséquences, il se prépare à s'enfuir. Mais il était trop tard, il découvre qu'il danse simplement dans la paume de la main de Sunran. En fin de compte, malgré tous ses efforts, il n'a pas pu s'en sortir vivant. Cette fois, l'administrateur en chef informe Sunran de la mort de Jinke et de la blessure de Lanshin. Sachant qu'il ne pouvait pas se précipiter à ce moment-là, il pose des questions sur le cadavre de Jinke. L'administrateur en chef dit que le cerveau de Jinke est indemne et se demande si Sunran possédera son corps. Sunran fait un clin d'œil à l'administrateur en chef, disant qu'il n'a besoin que de son cerveau pour renverser la situation. Un instant plus tard, Sunran se réveille dans le corps de Jinke. Sur le côté, Lanshin fait face au chef des destroyers. Le vampire lui dit d'abandonner mais Lanshin rétorque que ses compagnons sont à proximité pour lui tendre une embuscade. En entendant ces mots, le vampire rit, il lui suffit de reprendre son souffle, de tuer Lanshin et d'aller ailleurs pour s'échapper. Lanshin pointe l'arbalète sur le vampire, prêt à tirer à tout moment. Mais à l'heure actuelle, la blessure du vampire est complètement guérie. Au moment où le vampire a attaqué, Lanshin a également tiré avec son arbalète. Le vampire regarde la flèche comme si elle était très lente. Il s'écarte, l'esquivant facilement. Pour le moment, il était content du changement de plan, sinon il avait rencontré Sunran en chemin. À ce moment, Lanshin est informé de l'arrivée de Sunran à proximité. On lui demande de lâcher son arbalète et d'attirer le vampire vers Sunran tout en le combattant avec son épée. Lanshin demande un duel au vampire mais il la sous-estime. Dans la station de jeu, la liaison de données anormales d'un travailleur est localisée. L'administrateur en chef arrive et arrête rapidement le traître. Cependant, elle disparaît et il a alors été révélé que le véritable travailleur était inconscient et que le prétendu traître était un intrus. Après avoir appris l'erreur de la station de jeu, Sunran a demandé une augmentation des frais de commission, ce à quoi l'administrateur en chef a immédiatement accepté la condition qu'il termine la mission. Dans le jeu, le vampire se demande quel est le sens de surveiller Jinke et conclut qu'on pourrait lui donner un autre corps pour lui tendre une embuscade. La bataille commence alors en un éclair. L'épée de Lanshin se brisa immédiatement alors qu'elle la balançait vers le bouclier du vampire. Le vampire la poursuit, donnant finalement une chance à Sunran. Le vampire stoppa son avance et esquiva la flèche arrivant de son côté. C'était l'attaque de Sunran. Il contrôle l'arbalète avec son énergie spirituelle, donnant du mal au vampire à esquiver la grêle de feu. Le vampire remarque que sa blessure s'est rouverte. À ce moment-là, la flèche arrive devant lui. Et une explosion a éclaté avec un grand bruit. Il a activé son bouclier à temps et maintenant il est plein de fissures. Cependant, il sait que les flèches sont limitées et qu'il lui suffit de continuer à esquiver et ce sera sa victoire. Une fois sa blessure guérie, il activa à nouveau son Blood Shield Burst. Maintenant qu'il ne reste plus qu'une flèche, il demande à Sunran de la porter. Après avoir activé un autre bouclier de sang, il évita facilement la dernière flèche. Mais à ce moment-là, un sourire apparut sur le visage de Sunran. La flèche changea de direction et visa le vampire. Il activa sa charge de bouclier de sang et sauta dans les airs, esquivant à nouveau la flèche. Le moment crucial est arrivé et Lanshin a été stupéfaite. Le vampire sourit largement et le combat se termine par sa victoire. Mais quand il a atterri, il sentit que quelque chose n'allait pas et se figea sur place. Même Lanshin et l'administrateur du jeu ont été surpris après avoir vu son expression. Le vampire leva le pied et vit une blessure. Et la seconde suivante, il a commencé à craquer.
Le vampire a finalement réalisé qu'il n'était joué par Sun Ran que comme un imbécile. Il rit de bon cœur et admet sa défaite. Par la suite, son corps a explosé. Sur le côté, Sun Ran tenait la lame cassée qu'il avait utilisée pour vaincre le vampire. Lan Xin s'approche alors et le remercie pour son travail acharné. La mission est désormais terminée. Plus tard au Rubik's Cube of Order, Kewer se félicite volontiers d'avoir reçu une note d'évaluation exceptionnelle. Même Lan Xin et Kewer ont reçu la même note et ont reçu 100 points de mérite supplémentaires. Sun Ran n'a reçu qu'une note d'évaluation parfaite au lieu d'une note légendaire en raison de l'agitation qu'il a provoquée lors du combat. Sur la rivière, Lan Xin dit que tout va bien et qu'ils ont tous bien réussi. Elle informe ensuite Sun Ran de la décision de chacun. Il est désormais le chef d'équipe des Roses d'Épine. Kewer et Bae Tingxian ont également félicité Sun Ran pour sa promotion et lui ont exprimé leur confiance. Sun Ran accepte volontiers le poste, lui donnant la possibilité de contacter les administrateurs à tout moment. Kewer informe ensuite tout le monde que Jin Ke a transféré 8000 points de crédit sur leur compte. Ils ont donc décidé de se déconnecter et de se réunir dans le monde réel. Ils ont choisi une visite du jardin. Lan Xin et Sun Ran arrivent à la gare longue distance. Elle lui dit que Kewer est proche. Et dès son arrivée, Sun Ran a vanté sa beauté. La jeune fille s'est approchée d'eux et a flatté Lan Xin, la faisant rougir. Elle regarde ensuite Sun Ran, le félicitant d'être plus beau dans le monde réel. Cette fois, une autre fille arrive. Elle salue ensuite tout le monde. Sur le côté, Sun Ran sourit comme un imbécile après avoir vu ces femmes dans la vraie vie. Dans le jardin, le groupe de Sun Ran a apprécié la vue en marchant dans la rue. Ils proposent alors de demander la résidence une fois que leurs actifs auront atteint 3,5 millions pour rester ensemble dans le jardin. En entendant le prix, Kewer fut déçue puisqu'elle n'en avait que 100 000. Après avoir été interrogé, Lan Xin leur dit qu'avec Sun Ran, il n'en avait que 60 000. Sun Ran révèle alors qu'il a eu une grave maladie cardiaque dans le passé et que Lan Xin a dépensé son argent pour une transplantation cardiaque pour lui. Les autres épouses étaient pleines de tristesse, demandant pourquoi Sun Ran ne le leur avait pas dit plus tôt. Mais Lan Xin rejette ce mécontentement. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de travailler dur ensemble et de gagner 3,5 millions en un an. Après quoi, ils ont visité le parc océanique et sont également allés faire du shopping. La nuit est venue et Sun Ran était rempli de sacs de vêtements. Ils se mirent ensuite au dîner. La nuit fut paisible. Et bientôt, le magnifique feu d'artifice a fleuri dans le ciel, faisant souhaiter à ces femmes que la journée ne se termine pas. Après s'être amusé, Lan Xin dit à tout le monde de se rassembler au QG des Enforcés pour améliorer leurs capacités et accepter une nouvelle mission. Mais avant de rentrer chez eux, ils ont pris une photo. Dans la salle d'entraînement, ils discutent de leurs compétences lorsque Sun Ran a entendu parler du champ de bataille du monde virtuel. Lan Xin lui dit qu'ils iront là-bas pour perfectionner leurs compétences au combat. Sun Ran amène Bae Tingxian avec lui pour cultiver l'art de la longévité. En rougissant, elle demande à Sun Ran comment faire. Il lui dit de s'asseoir comme bon lui semble tant qu'elle est à l'aise. Ils ont commencé leur cultivation et Sun Ran a chanté un mystérieux mantra. Bae Tingxian sentit soudain une énergie mystérieuse maudire son corps. Sun Ran lui dit alors qu'elle est maintenant une disciple taoïste et qu'elle veut donc l'appeler son maître. Toutefois, Sun Ran n'est pas d'accord et ne peut donc le traiter que comme un enseignant. Cette fois, Kewer arrive, elle est folle d'avoir été vaincue par les tactiques sournoises d'une illusionniste appelée Jasmine. Après qu'elle ait pleuré dans les bras de Sun Ran, il décide d'y jeter un œil. Sur l'écran, Kewer désignait Jasmine comme si elle était une ennemie mortelle. Voyant son taux de victoire élevé, il décide de l'affronter. À ce moment, les gens autour de l'arène ont éclaté de joie, prédisant que Sun Ran serait détruit par les illusions de Jasmine. Agacé par leur bavardage, Kewer les confronte. Sun Ran lui dit alors d'ignorer leurs paroles. Parce qu'il démontrera comment il vaincra Jasmine.